Bienvenue au rendez-vous de l'écho. Ça sera le premier rendez-vous de l'année 2022. Ensuite, il y en aura certainement régulièrement, à régularité de toutes les 6-8 semaines. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on va parler de l'évolution de l'information à l'ère du numérique. Parce que oui, le numérique est rentré dans nos vies, dans notre quotidien, depuis un certain temps. Et il a modifié pas mal de pans de la société, et notamment l'information, notamment l'espace médiatique. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos invités qui sont là, tous les quatre. On a Yves Delot, qui est directeur du groupe Melchior, qui édite les Nouvelles Calédoniennes, qui est ici au milieu. On a Beryl Ziegler, qui est à sa gauche, qui est journaliste et rédactrice en chef de ActuNC, le magazine ActuNC, et la chaîne internet NC News. On a aussi monsieur Ashley Mindin, qui est directeur général de Calédonia. Et puis Ambre Lefebvre, qui est journaliste également et déléguée numérique à Nouvelle-Calédonie, la première. Ensemble, on va débattre, ils vont débattre sur des questions. On va avoir 4 grandes thématiques ce soir qui vont être posées. On va voir le constat et l'impact de la transition sur le paysage médiatique calédonien. On aura les changements sociaux et professionnels engendrés par la révolution numérique, les conséquences économiques sur les différents organes de presse en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, pourquoi pas. Et puis après, on verra un petit peu l'avenir du métier, de la profession, et quel modèle économique ils vont devoir adopter pour s'adapter et rester cohérents à ce monde qui change très vite. Donc ça sera dans quelques instants. Avant, on aura la conférence de Jean-François Loisel, qui est ici assis. Il est docteur en sciences de l'information et de la communication, et il va nous parler des enjeux de la transformation. Donc je vais tout de suite donner le micro à Jean-François Loisel, qui va nous faire la présentation, donc l'évolution des médias à l'ère du numérique. Bonsoir Jean-François. Bonsoir David. Bonsoir tout le monde. Ouh la vache. Alors, comme l'a précisé David juste avant, je précise, tout jeune docteur en sciences de l'information et de la communication parce que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en novembre l'année dernière. Donc voilà, j'ai l'honneur d'introduire ce sujet qui est vraiment d'actualité, notamment l'évolution de l'information à l'ère du numérique. Et je pensais que c'était utile de parler aussi des enjeux et des transformations des médias à l'ère du numérique parce que les deux vont de fait ensemble et sont inscrits justement dans une dynamique d'évolution. Parce que pour transmettre de l'information, il faut des médias, donc l'un ne va pas sans l'autre dans l'évolution constante. Pour ma présentation, on va aborder 5 parties principales. Donc, premièrement, du média traditionnel au numérique. Ensuite, on abordera la concurrence, l'accélération et la course à l'information, la place des usagers, et on finira par parler de fake news. Pour commencer, nous avons vécu et nous vivons encore un changement de paradigme fort pour les médias et de fait pour l'information. Comme toute révolution, elle crée des imaginaires, des angoisses, des espoirs à différents niveaux, qu'elles soient culturels, politiques et économiques. Donc ce changement de paradigme génère des transformations sur les pratiques des médias en termes de production et aussi de diffusion. C'est 2 points qui me paraissaient importants à aborder. Donc concernant la production, on remarque, ce qui concerne notamment la presse écrite, une forme d'hybridité entre à la fois le papier et aussi les différents médias numériques, et aussi pour les médias audiovisuels qui deviennent producteurs de contenu. On s'est rencontré avec les intervenants cette semaine et on discutait de ça, notamment sur le fait qu'un média spécialisé dans l'audiovisuel devient aussi producteur d'écrits et d'articles. Pardon, il y a aussi... Pardon, j'ai un souci avec la souris. Non, c'est bon, c'est pour ça, parce qu'en fait, j'ai les doigts qui accrochent un peu trop. Et concernant la diffusion, le numérique et plus précisément Internet devient un média des médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des médias existants, traditionnels, qui vivent aussi cette transformation. Et Internet est un média de ces médias. Donc cela donne lieu en fait à une forme de multiplicité des médias et des supports médiatiques. Donc les médias locaux, par exemple, disposent de pages Facebook, de sites Internet, sur lesquels ils vont pouvoir
émettre des informations en fonction de l'actualité, et ça sera aussi un relais vers des sites internet d'information. Il y a aussi cette transformation qui a été évoquée tout à l'heure d'un point de vue économique, avec 3 sources de revenus qui ont muté. Donc, les petites annonces, elles sont littéralement captées par des structures Internet qui sont spécialisées dans le domaine. Il y a le domaine de la publicité, qui est capté aussi par les moteurs de recherche et par les agrégateurs de contenu. La publicité et les formes de publicitaires aussi sont modifiées avec des stratégies marketing qui sont différentes, et ils vont aller sur des plateformes telles que YouTube. Donc il y a une vraie réflexion marketing par rapport à la publicité qui est en lien avec cette transformation numérique. Et le paiement par le lecteur ou l'abonné. Donc là, on remarque qu'il y a une culture de la gratuité qui a été développée avec Internet, et donc faire payer une information devient de plus en plus compliqué. Cela m'amène à la concurrence. Donc, comme expliqué tout à l'heure, les médias traditionnels deviennent concurrents par le fait qu'ils traitent et diffusent l'information sur des supports similaires et dans les mêmes temporalités. Ça, c'est quelque chose qui est assez important à préciser, parce qu'on reviendra sur la temporalité tout à l'heure, mais c'est un élément déterminant qui conduit les médias à fournir des informations sur le vif et de fait sur les événements de la société. Donc il faut absolument que les médias, bien qu'on puisse en parler après au journal télévisé le soir, il faut quand même communiquer et être en phase avec l'actualité et le présent absolument. Il y a une vraie culture du présent de l'information, quoi. Donc, dans ce marché, on observe aussi la présence de médias alternatifs ou indépendants. On en connaît au pays, je cite par exemple le Kaléidosphère, Radio Cocotier ou le Cri du Cagou, donc qui traitent aussi des informations d'actualité, du moins les plus importantes. Et ces informations-là viennent aussi, ces médias-là viennent aussi s'accouder en fait aux médias préexistants, aux médias traditionnels. Donc on retrouve dans ce marché une forme de gratuité de l'information sur des sujets majeurs, notamment politiques par exemple, ou dernièrement sanitaires. Donc dans la pratique, les internautes vont favoriser la gratuité de l'information, ce qui est peut-être aussi un risque, et puis pour les médias traditionnels payants, quoi. Ensuite, sur la question de l'accélération et la course à l'information, en fait, dans un contexte avec ce que j'ai présenté juste avant, la concurrence, Internet comme média de médias, la gratuité de l'information va générer une transformation dans les pratiques de production et de diffusion. En effet, dans le contexte que j'ai décrit plus tôt, les médias doivent être au cœur de l'actualité locale et même du monde, et faire ressortir la réalité et les événements le plus rapidement possible. Donc, dans cette concurrence, les médias sont inscrits dans une course à la production, à la diffusion de l'information, où j'ai écrit là dans mon encadré, où le retard peut être disqualifiant. C'est-à-dire que s'il va y avoir une actualité forte, il faut absolument qu'un média diffuse de l'information, parce que sinon il peut perdre un peu en légitimité et discrédité, notamment par le public. Donc voilà, on est... De fait, les médias avec le numérique sont inscrits dans une logique du direct, du présent. Et on va donc aussi avoir un risque de créer des données brutes. On n'aura pas forcément un temps de traitement d'information qui sera nécessaire. Et l'objectif sera plus d'être dans le présent et d'être dans la diffusion. Et ça peut être aussi des fois un peu problématique pour croiser les sources, par exemple. Quelque chose qui me paraissait important aussi sur le sujet de ce soir, c'est la place des usagers. Donc leur rôle a aussi changé, leur rapport avec le média a aussi changé. On est plus dans une relation horizontale de l'information et de relation entre le média et les usagers. Donc par exemple, les réseaux sociaux sont ce que j'appelle un espace public numérique, où les personnes vont avoir justement un espace où ils vont pouvoir commenter, ils vont pouvoir interagir dessus, créer des discussions, essayer peut-être d'apporter aussi de nouvelles données sur une information qui est donnée.
Donc c'est pour ça que je précise aussi en bas que les usagers deviennent aussi des producteurs d'informations selon les contenus. On parle par exemple quand il y a des intempéries, on a souvent justement des informations qui peuvent être relayées par des personnes qui sont bloquées, etc. Et à partir de là, les usagers deviennent aussi des informateurs dans ces cas-là. Ils ont aussi, par le pouvoir qui leur est donné par Internet, une force de légitimation à la fois sur l'information et sur les médias. Ça m'arrive de lire les commentaires pour observer un peu ce qui est dit. Et il y a souvent une approche critique aussi qui peut... et puis de vrais commentaires critiques qui peuvent être faits à la fois sur le média et à la fois sur l'information qui est donnée. Donc voilà, et pour mon 5e point sur les fake news, donc c'est la grosse question qu'il y a depuis un moment et qui a été vraiment soulevée ces dernières années avec un contexte notamment sanitaire un peu compliqué. Donc c'est un vrai sujet pour les médias et même pour les sciences de l'information et de la communication. Donc voilà, on peut comprendre que Internet est un espace de construction d'informations par tous, ou du moins on peut tous, je mets tous parce qu'on n'a pas, par rapport à la fracture numérique, toujours en tête, on peut devenir des producteurs de contenu, tout à chacun, avec une création de blog, des créations de forums ou de création de sites Internet. On peut créer un site Internet dédié à une information. Et Internet est une plateforme où on peut se présenter comme étant un expert de quelque chose. Ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être de la guitare, ça peut être de la politique. Bref, c'est devenu un espace où on peut devenir des producteurs et avoir de la légitimité par les autres internautes. Donc, créer ce qu'on appelle très communément dans le milieu d'Internet une communauté. Donc, dans ce contexte-là, en fait, la question de l'objectivité, de la fiabilité des ressources se pose dans le contexte informationnel et communicationnel actuel. Donc, je cite 2 auteurs qui sont en sciences humaines, qui ont étudié un peu le sujet. Ils expliquent justement que l'espace public est transformé en un lieu d'expression, d'échange, de partage, de dialogue entre internautes, mais il devient aussi un lieu où donne l'anti-tout et le n'importe quoi, d'où les fake news naissent avant terme même et voyagent plus vite et plus loin que les true news. Donc voilà, les auteurs sont Joux et Pélissier. Donc les enjeux pour les médias, c'est justement sur cette lutte sur l'objectivité et sur leur propre légitimation. On en discutait, c'est justement dans cet espace de concurrence, dans cet espace où justement il y a des personnes peuvent construire des contenus, peuvent repartager des informations, etc., croiser des sources. Il y a une vraie réflexion, une rationalisation de la part des médias à avoir justement sur leur position dans ce marché à l'information. Donc, pour conclure, j'espère que j'ai tenu mes 10 minutes. Donc, les médias dans l'ère du numérique sont inscrits dans un mouvement dynamique et rapide de transformation qu'il faut prendre en compte. On parle notamment de production, de diffusion et justement de transformation dynamique économique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils se doivent en fait de tenter de s'adapter à ce contexte informationnel et communicationnel en évolution constante. On parle de l'information, des pratiques, etc. Mais il est très important de parler des dispositifs techniques aussi, avec des adaptations qui peuvent être faites. La place des réseaux sociaux, comment est-ce que justement on crée des dispositifs de partage d'informations. Et justement, derrière ça, dans ce contexte-là, je pense que les médias doivent rationaliser les pratiques anciennes et nouvelles. Donc quand je dis anciennes et nouvelles, c'est qu'il y a une vraie juxtaposition entre les deux. On a souvent tendance à penser l'ancien et le présent et le futur, mais il y a toujours en fait une ligne directrice. Donc l'ancien sera toujours dans le présent et dans le futur. Et donc voilà, c'est une invitation à rationaliser les pratiques anciennes et nouvelles au prisme de ce contexte dynamique. Et c'est ce que
on va faire ce soir dans cet échange. Donc voilà, merci. Jean-François Loisel, donc docteur en sciences de l'information, non pas du tout, docteur en sciences de l'information aussi et de la communication. Merci pour cette présentation. Donc maintenant, on va passer au petit débat avec nos invités. Donc si vous avez d'ores et déjà des questions, gardez-les pour tout à l'heure. Là, on va débattre environ nos invités vont débattre pendant environ 1 heure et ensuite vous pourrez poser toutes vos questions. Alors déjà, par rapport à ce qui a été dit, est-ce que vous avez déjà des réactions à chaud avant qu'on commence dans les questions ou Ashley Vindine, Beryl Ziegler, Yves Delot ou Ambre Lefebvre, on enchaîne les questions ou vous vouliez dire quelque chose déjà? On y va? Donc l'arrivée du numérique dans la société, est-ce que pour vous, dans les médias, est-ce que ça représente une opportunité ou une menace finalement, d'après vous? D'après ce que vous vivez au quotidien dans les médias que vous représentez. Qui veut prendre la parole d'abord là-dessus? Beryl Ziegler, on vous écoute. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef de ActuNC, le magazine hebdomadaire, et la chaîne NC News. On vous écoute. Alors exactement. Donc nous, en fait, on a créé ActuNC en 2014, donc un support papier hebdomadaire, comme vous le savez peut-être. Et on s'est posé clairement la question justement de l'évolution par rapport au numérique. Et on a décidé de créer une web TV qui s'appelle NC News il y a 1 an et demi. Donc clairement pour embrayer un peu plus sur cet axe numérique qui nous tenait à cœur et qui nous semblait incontournable. Donc pour nous, en fait, je dirais que c'est vraiment une continuité, une opportunité, le numérique. Un passage obligé aussi, hein, parce que c'est quand même difficile aujourd'hui de faire sans. Journalistiquement, c'est une vraie opportunité aussi de créer de nouveaux contenus, plus dans l'air du temps, plus en phase avec les jeunes, ce qu'ils font. Je dirais que la difficulté est plutôt d'établir en fait un nouveau modèle économique autour du financement de ces articles numériques et émissions numériques. Voilà. Bien dit. Yves Delot prend le micro. Donc, directeur du groupe Melchior qui édite notamment les Nouvelles Calédoniennes. Déjà, par rapport au titre de la conférence, on parle information. Nous, on fait de la presse. C'est encore une petite partie c'est une partie importante de l'information. L'information, c'est un champ plus large et qui couvre effectivement beaucoup plus de choses, y compris la communication politique, etc., qui aujourd'hui, effectivement, s'est emparée des médias, enfin en tout cas des canaux de diffusion pour aborder en direct les électeurs, donc nos lecteurs. Donc quelque part aussi, nous, ça nous remet en question quant à ce rôle, je dirais, central que l'on avait dans la communication politique, c'est-à-dire c'était nous qui présentions la communication politique. Enfin, elle passait par chez nous et par le filtre de nos journaux, de nos supports. Donc ça, déjà, ça a remis en question, je dirais, notre prééminence dans le champ de l'information. Quant aux opportunités, aux risques, etc., bon, ils sont nombreux. Chez nous, la mutation s'est faite peu à peu. Aujourd'hui, on a décidé d'accélérer, puisque de toute façon, on est pressé par le temps et par les finances. Et on a opéré une révolution silencieuse en décembre 2020, il y a un peu plus d'1 an, lorsque la rédaction s'est dotée d'un outil éditorial flambant neuf, qui lui permet désormais de faire du web first, alors que jusque-là, son principal outil de production était dédié à la production d'un journal papier. Web first ? Donc le web d'abord, on publie sur le web et ensuite on imprime un journal. Le processus de fabrication et de distribution d'un journal est extrêmement lourd aujourd'hui par rapport à l'instantanéité de l'information. Et donc, par exemple, une information qui chez nous était validée par le rédacteur en chef, finie d'être écrite, mise en page, etc., finalement, dans un process papier, n'était disponible que vers 6 h du matin pour les lecteurs, alors que l'article était terminé à 18 h. Donc en fait, on prenait une dizaine d'heures de gel de l'information sur nos supports. Donc effectivement, on a décidé, enfin, on n'a rien inventé, c'est ce que font tous nos confrères, on a dit, bon, désormais, tout article, dès qu'il est prêt, sera sur le site internet. Et donc ça a complètement renversé la table. Je ne dis pas que ça a été simple pour la rédaction, parce que effectivement, c'est une rédaction qui se vit d'abord comme une rédaction de presse papier. C'est compliqué, effectivement, de remettre en cause tout ça, y compris chez les jeunes qui ont
qui ont épousé la carrière de journaliste de presse papier, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, l'étape suivante, ça va être d'aller vers encore plus de numérique, sans renoncer et sans oublier que notre métier premier à nous, les Nouvelles-Calédoniennes, c'est de faire non pas un journal, mais de la presse écrite. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on comprenne, on fait de la presse écrite, quel que soit aujourd'hui le support sur lequel on le fait. Donc l'adaptation est obligatoire, mais clairement ce que vous nous dites, c'est qu'elle coûte cher, elle demande plus de travail, qui est différent de ce que les journalistes sont formés à faire à la base quand ils font de la presse écrite. Donc c'est forcément un coût face à des médias qui sont une concurrence gratuite. On va revenir un petit peu là-dessus en fin de parcours, mais finalement... Effectivement, on a 2 fois moins d'argent qu'avant, et on doit faire 2 fois plus de choses, puisqu'on doit faire un journal papier et un site internet. Voilà. Ambre Lefebvre, pour Nouvelle-Calédonie la première. Donc vous êtes journaliste et délégué au numérique, donc j'imagine que c'est un pan dans la société qui a été créé à l'arrivée justement du numérique, et Nouvelle-Calédonie la première, c'était sa façon de s'adapter en vous mettant en poste? Oui, tout à fait. Donc nous, il y a 1 an et demi, avec mon arrivée, on a vraiment décidé de dissocier le numérique, le pôle numérique de la communication, parce que qu'est-ce que c'est le numérique aujourd'hui au sein de NC La Première? Ce sont des contenus d'information, bien sûr, avant tout, mais aussi des contenus hors info que l'on va retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on s'est dit il y a 1 an et demi qu'on allait créer vraiment un pôle numérique et qu'on allait travailler cette transversalité, c'est-à-dire que nous aussi, à la base, Nouvelle-Calédonie La Première, on avait des médias un peu traditionnels, si je puis dire, la télé et la radio. On a dû s'adapter avec le web. On avait déjà enclenché ça il y a une dizaine d'années. Et là, on a vraiment une accélération depuis ces 4-5 dernières années, et en particulier depuis ces 2 dernières années, parce qu'on a aussi de nouveaux outils. Et donc, on s'est dit, aujourd'hui, voilà, on est sur des multi-supports. Comment on va travailler cette transversalité? Comment une actualité chaude va se retrouver sur le web, va être proposée, travaillée sur la radio et le soir au JT, en sachant que les temporalités ne sont pas les mêmes. Pour Calédonia, Schlevindine, comment une télé peut s'adapter à ça? Est-ce que c'est une mort annoncée à long terme, ou est-ce qu'il y a des façons de s'adapter quand on a une télévision comme la vôtre? Oh ben, on reviendra peut-être un peu plus tard sur la relation profonde que la révolution numérique a amenée sur les médias. Mais enfin, clairement, c'est la mort annoncée normalement. Hein. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Mais c'est une vraie menace pour les médias oui, pour des raisons toutes simples. C'est-à-dire que, enfin, on va dire qu'avant, quelque part, c'était les médias qui fixaient l'agenda en soulevant des questions, et qui était remonté, on va dire, de la base vers les élites qui devaient y réfléchir parce que les médias avaient mis ça sur la table. Et puis c'était aussi ce qu'on appelle des gatekeepers, c'est-à-dire qu'en fait c'était les seuls à fournir l'information. Donc on allait tous acheter d'une certaine manière une information, mais l'information n'a pas de prix à la base. C'est pas le fait, le modèle économique, c'est pas l'information, c'est le fait de pouvoir la collecter, de la traiter, de l'analyser, de la rendre. Et donc c'était ça la mission des médias. Vous rajoutez Internet là-dessus, ça bouscule déjà la donne. On vient d'en parler finalement, c'est-à-dire la première des révolutions, c'est la révolution du passage au numérique. Comment est-ce qu'une télé diffuse différemment? Ça a été d'abord le passage de la bande magnétique aux bandes de montage sur ordinateur. Donc c'est toujours l'évolution, c'est toujours de nouvelles techniques et de nouvelles technologies, et donc de nouveaux savoir-faire avec des équipes que vous avez pendant un temps, une carrière. Donc il y a toujours des adaptations. Mais vous rajoutez là-dessus les réseaux sociaux qui sont venus en fait casser ce canal qu'on avait en fait entre les médias et les citoyens. Parce que quelque part, tout ça se déroule dans le grand jeu de la démocratie. Et vous mettez l'information qui arrive de partout, Jean-François a très bien parlé, maintenant l'immédiateté, la course qu'il a fallu pour courir derrière cette immédiateté-là. Donc, dans l'audiovisuel, c'est les chaînes d'information continue, c'est-à-dire qu'on fait de l'information toute la journée. Il n'y a pas de divertissement, de sport, choses comme ça. Et puis aussi les erreurs que ça a commis. Et les grands médias traditionnels se sont cassés les dents au départ sur cette course à l'immédiateté. Enfin, des rédactions comme celle du New York Times ont dû s'excuser sur des choses qui... Voilà.
Donc, et vous mélangez le tout dans une grande machine à laver qui est calculée par des algorithmes qui font que les gens qui vont réagir sont ceux qui vont réagir sur l'émotion. Hein, ben, là, les médias, là-dedans, moi, je ne vois pas comment on peut s'en sortir si, on va en discuter, hein, si on ne retrouve pas des modèles économiques, des choses comme ça. Mais globalement, c'est ça, là, l'anti-tout et le n'importe quoi. Parce qu'en fait, dans cette grande machine à laver qui tourne, qu'est-ce qu'une information? Qu'est-ce qu'une vraie information? D'ailleurs, je voudrais juste dire quand même que fake news, c'est un oxymore. Une information, c'est une information. Qu'elle soit vraie, fausse, c'est souvent notre opinion qui va faire ça. Mais fake news, ça n'a pas de sens en vérité. Alors là, en plus, le chercheur parlait de true news, c'est-à-dire que maintenant, il faudrait dire qu'une information est vraie. Donc voilà. Pour moi, c'est compliqué. On vit un moment compliqué. Qui décide aujourd'hui d'une information si elle est fausse ou vraie, véritable? Comment ça se passe? Parce que c'est là tout le travail. Aujourd'hui, on a 7 milliards de reporters sur Terre. Quel est le rôle du journaliste là-dedans? Ou qui va dire cette information est vraie? Comment on doit faire pour vérifier aujourd'hui dans ce marasme, dans ce brouhaha médiatique constant, continu et mondial? Juste dans l'histoire de l'information, avant qu'il y ait de l'information, qu'est-ce qu'il y avait? La rumeur. C'est tout. C'est-à-dire qu'on entendait des choses et puis on y croyait pas. Mais personne venait nous dire, j'ai parlé à un tel et c'est vrai ce qu'il a dit, c'est ça. Ou j'ai entendu telle personne, ou j'ai vu un gars se faire trucider, le policier qui a vu, il dit que c'est lui. Donc l'information, elle est née là. Et puis assez rapidement, les journalistes sont nés, parce que c'était une profession particulière. Le journalisme, on va se poser la question de ça plus tard, mais à la base, c'est simplement un exercice particulier de la liberté d'expression, mais qui respecte des normes. Donc si on doit dire qu'est-ce que c'est une information vraie, ou qui doit le dire, ben c'est compliqué. Enfin, je pense que, en tout cas, le métier de journalisme, c'est de livrer une information qui est vérifiée, qui est sourcée et qui est protégée. Donc, a priori, l'information vraie devrait sortir des médias traditionnels. Mais on sait bien qu'il y a un discrédit énorme qui est là, pour des raisons diverses, et notamment aussi les erreurs des médias traditionnels. Parce que dans cette course à l'immédiateté, eh bien, on est allé chercher l'attention des gens. Et pour chercher l'attention des gens, il faut avoir recours à son cerveau saurien ou primitif, émotif. Et à partir de là, livrer une information en y accolant une émotion, ça devient compliqué. Parce que c'est tout l'inverse. Le métier d'un média traditionnel. Jean-François Lazel, justement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, vous qui êtes docteur en sciences de l'information, qui n'êtes rattaché à aucun média aujourd'hui, comment on s'en sort, nous, en tant que citoyens, pour vérifier, savoir si l'information qu'on nous donne est bonne ou fausse? Je ne sais pas. Là, yes. T'as d'autres questions? Non, alors... Déjà, pour revenir un peu sur ce que disait Ashley, je l'ai présenté un peu juste avant, c'est que, en fait, je pense qu'il y a une notion qui est très importante, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la question de la temporalité. Et sur ce fait un peu philosophique de la temporalité, en fait, il y a des transformations qui sont énormes. Tu parlais justement un peu des origines du journalisme, on passait on parlait justement de la rumeur. Alors, il faut dire que maintenant, avec Internet, la rumeur devient aussi une information. Hein. Mais avec Internet et justement cette nouvelle temporalité, il y a une transformation aussi de la professionnalisation des journalistes et, comme tu disais tout à l'heure, du rapport au terrain aussi. Le rapport au terrain et de cette temporalité, de l'immédiateté, comme j'ai précisé tout à l'heure, de la culture du présent, en fait... le journaliste doit être là, quoi. C'est limite s'il devrait être éveillé un peu tout le temps. Et par rapport à cette... sur la question, sur ta question, David, sur la véracité finalement et l'objectivité d'une information, je pense que là aussi, dans le changement paradigmatique, en fait, on est surtout sur une interprétation
de l'information plutôt qu'en sciences, information, communication. C'était parmi les études qui étaient faites sur la réception des informations. Donc, antérieurement, on pensait que les sociologues, etc., en sciences humaines, pensaient que, en fait, il y avait des médias, on balançait l'information et comme une seringue, en fait, on impulsait des informations et que les personnes prenaient. Finalement, les études sur le terrain ont montré qu'il y avait une interprétation. Et finalement, on est dans cette ère-là. Et cette interprétation-là, sur une information qui est donnée, va être discutée, va être recroisée, quand ça ne passe pas uniquement parce que tu disais, Ashley, sur l'émotion, aller chercher d'autres données. Donc, par rapport à ta question sur comment est-ce qu'on fait pour dire qu'une information est vraie, il n'y a pas une information vraie, il y a des informations, quoi. C'est comme ça qu'il faut le penser, hein, je pense. Donc, c'est déjà la question de l'interprétation à prendre en compte des usagers. Je veux dire, on ne reçoit pas tous une information. Je veux dire, il s'est passé quelque chose au niveau politique dernièrement. Il suffit de regarder les commentaires pour voir quelles sont les interprétations qui sont. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Dernièrement, Will Smith a mis une gifle. Ça fait débat qui est pour celui qui a reçu la gifle, qui est pour Will Smith. Donc voilà, c'est une question d'interprétation aussi qu'il faut prendre en compte. Et sur la véracité, je ne dis pas qu'il y a une bonne, mais il y a des informations qu'il faut croiser, quoi. C'est toujours une question d'interprétation. Alors Yves Delot, vous avez le micro, vous vouliez réagir, mais... J'appuie. Ouais, ça a l'air d'être... Il n'y a pas une information, il n'y a pas une vérité absolue. Il y a différentes façons de présenter l'information. Tous les sujets ? Sur tous les sujets. D'ailleurs, ce qui fait la démocratie, ce qui fait la richesse de la proposition que fait la presse française et dans tous les pays démocratiques, c'est qu'il y a plein de titres qui, chacun, vont avoir leur façon d'aborder idéologiquement ou bien par le biais par lequel elles vont aborder l'information. Un magazine économique ne va pas aborder l'information de la même manière qu'un magazine de psychologie ou un magazine féminin. Mais tout est information. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'angle. C'est un des principes du métier. Je parle sous le contrôle d'Olivier. L'angle par lequel on attaque l'information, effectivement, est un choix éditorial fort. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on demande à nos journalistes de travailler. Si nous voulons que notre journal survive, si nous voulons que notre journal propose quelque chose d'original par rapport au flux d'informations que nous délivrent les institutions, les entreprises, etc., il faut que nos journalistes travaillent sur les angles et aient leur propre façon de traiter l'information, de l'aborder, de l'angler. Voilà. Et je crois que ça... sur ce que tu dis, effectivement, au risque de démystifier un peu le métier de journaliste aujourd'hui, justement face à cette obligation d'instantanéité, le journaliste va se contenter finalement de faire aller 50% de son travail qui va être dédié finalement aux récupération de communiqués de presse, mise en avant d'informations officielles. Donc il y a vraiment un enjeu justement, parce que si vous regardez un peu l'information que chacun de nos médias délivre, finalement on a tous les mêmes infos, on a accès aux mêmes infos, aux mêmes sources. Et donc, il va falloir se positionner sur des angles différents pour justement capter l'attention des lecteurs, des auditeurs. Je dirais que le bon journaliste, c'est pas celui qui va partir vite de la conférence de presse pour aller faire son papier tout de suite. C'est celui qui va, après la conférence de presse, essayer de choper le mec qui a fait la conférence de presse pour avoir l'info en plus. C'est ça, le bon journaliste. C'est pas celui qui, effectivement, sera le plus rapide. C'est pas forcément celui qui sera le plus rapide. Ambre Lefebvre, pour Nouvelle-Calédonie La Première, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ? Vous, à ANC La Première, comment vous travaillez pour les vérifications de l'information et comment vous vous positionnez par rapport à l'impartialité qu'il faut avoir ou qu'il ne faut pas avoir, je sais pas. Deux choses. La première, c'est que nous, ANC La Première, la vérification, c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vérifié une information, même si c'est vraiment de l'actualité ultra chaude, on ne la publiera pas, en l'occurrence sur le site. On n'en parlera pas dans nos différentes éditions radio, télé et web, tant qu'on n'a pas pu recouper l'information. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on est même très attaché au sein du groupe France Télévisions. C'est de se dire que, OK, certes, il y a cette notion, cette question d'immédiateté, mais nous, on veut
d'abord proposer quelque chose de sourcé, de vérifié et de propre. Donc même si on publie 2 minutes après nos confrères, au moins ce qu'on publie, on l'a vérifié, on peut le recouper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je le disais tout à l'heure, c'est tout le travail de temporalité qu'on mène au sein de tous nos supports. Un exemple, aujourd'hui, un fait divers, quand arrive le JT de 19h30, tout le monde, en gros, sait qu'il y a eu 2 morts sur la route à Moindou. Je donne un exemple comme ça. L'idée, c'est de savoir comment on va pouvoir aller plus loin, comment on va proposer un décryptage à un expert qui va venir parler de ce fait d'actualité-là. En fait, la réflexion qu'on se donne, c'est par rapport à tous nos supports, comment on traite le fait d'actualité, comment on redonne du sens à notre fait d'actualité par rapport à tous les supports qui sont à notre disposition au sein d'NC La Première. Merci. Jean-François Lazel, est-ce qu'une fake news, de façon générale, on observe qu'elle fait plus le buzz ? Est-ce que vous avez cette information ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on note ou pas forcément ? Est-ce qu'une fake news fait plus le buzz qu'une information plus sourcée ? Bah, ça dépend de la nature de la fake news. Alors, forcément, une information qu'on appelle une fake news crée de l'extraordinaire, quoi. Hein, une fake news, c'est un autre média, c'est une autre information donnée par d'autres personnes que ce qu'on entend habituellement. Donc moi je pense que ça dépend de la nature de la fake news, quoi, hein. Si ça parle d'une personne très populaire par exemple, ben ouais, forcément il va y avoir justement ce côté spectaculaire, hein. On peut la façonner pour être séduisante. Oui, c'est ça. C'est Guy Debord en parlait, un philosophe qui avait écrit justement sur la société du spectacle. Et je pense qu'on est vraiment dans cette forme-là. C'est, enfin, on le voit bien, quoi, le côté un peu dramatique, etc., fonctionne bien. Donc, une fake news, est-ce qu'elle est... Moi, je dis ça dépend de la nature de ce qui est partagé, de ce qui est diffusé. Et puis, comment est-ce que les gens vont se reconnaître aussi dedans ? Il peut y avoir des choses, et aussi comment est-ce que d'autres médias vont venir recouper en disant ben non, en fait, c'est n'importe quoi comme information. Il y a une information qui passait sur justement un étudiant qui avait proposé je crois que je ne sais plus c'était quoi exactement la nature, mais un moteur hydraulique, etc., qui a été refusé parce que en fait il a été complètement atteint par les lobbies, etc., de pétrole, et en fait j'ai eu cette information. Et finalement, c'était complètement faux. Mais la construction même aussi, c'est important de voir comment est-ce que la fake news est construite. Par exemple, c'est comment est-ce que la forme aussi de la fake news est faite. Est-ce qu'il y a de l'extraordinaire, etc. Des choses. Enfin, là, on est plutôt dans l'ordre de la croyance, mais sur ce que disait Ashley sur la rumeur, par exemple, sur les vidéos qui étaient partagées sur de potentiels extraterrestres. Ça, c'est un côté extraordinaire, ça nous dépasse. C'est excitant. C'est excitant, voilà. Donc, on est dans du spectacle. Et plus on fait du spectacle, plus il y aura du buzz, quoi, finalement. Donc, voilà. Ambre Lefebvre ? Non, vous vouliez Oui. prendre la parole, mais il a dit ce que vous vouliez dire, c'est ça ? Non, moi, ce que je voulais aussi partager, c'est que... Voilà, si j'arrête d'appuyer, ça marche. En termes de fake news, aujourd'hui, nous, on arrive à identifier à peu près 2 types de fake news, si je puis dire. Il y a les fake news, voilà, rumeurs, celles qui font le buzz. Un exemple très concret, c'est qu'un week-end, je crois qu'il y avait un faux compte Facebook de Paul Néautine qui annonçait un certain nombre de choses. Et tout le monde, donc ça avait fait une énorme rumeur, ça s'était propagé tout le week-end sur les réseaux sociaux.
on avait eu pas mal de messages privés en disant est-ce que c'est vrai, est-ce que vous allez relayer, etc. Et en fait, non, parce que c'était tout simplement un faux compte et que si on n'en a pas parlé dans nos éditions, c'est parce que c'était complètement faux. Donc il n'y avait même pas intérêt à traiter quelque chose qui restait de l'ordre de la rumeur. Ça, c'est pour moi le premier type de fake news. Le deuxième type de fake news, c'est des choses comme on a pu avoir pendant la crise sanitaire avec tout ce que faisait Réinfo Covid, ou qui s'était organisé, qui envoyait des communiqués de presse en disant voilà ce qu'il en est, voilà ce que nous on dit sur la vaccination, voilà ce qu'il en est des effets secondaires, en mettant des liens vers des doctorants qui avaient des chaînes Twitter, qui avaient des comptes Facebook, etc. Et là peut-être, et c'était notre travail, et c'est ce qu'on a pu faire notamment sur le web, de dire non, attention, ce que fait tel groupe, c'est faux parce que si on creuse, les personnes qui citent n'ont pas l'appui du reste de la communauté scientifique, parce que ce n'est pas porté, ce n'est pas vérifié par la DAS, ce n'est pas vérifié par le ministère de la Santé, etc. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de montrer qu'il y a deux types, je trouve aujourd'hui, de fake news et comment on peut les traiter ou pas. Et comment vous dépensez autant d'énergie, autant de travail pour aller à l'encontre de quelque chose qui est populaire finalement? Ashley Vendin, je ne sais pas si vous vouliez aller là-dessus, mais allez-y. Non, sur quoi je voulais aller, et sur du coup, j'avais un truc très intelligent à répondre à ça, mais j'ai oublié aussi. Ah, je suis désolé, c'est ma faute. C'est vrai, vous avez oublié? Alors du coup... Non, mais comment dire? Je pense que c'est un néologisme, fake news, mais ça veut rien dire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin, à mon sens. D'abord parce qu'en fait, on a l'impression que ça arrive là, mais à votre sens, c'est quoi le premier exemple de fake news dans l'histoire de l'humanité? Mais c'est moins 30 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Octave qui décide de faire flinguer Marc-Antoine et qui met sur des petites pièces, on pourrait parler de Twitter, hein, des petits tweets, de petits slogans en fait, en disant des trucs horribles sur sa relation avec Cléopâtre. Donc ça remonte pas à Twitter, la fake news. Le terme en lui-même remonte à, on va dire, sa surutilisation par Donald Trump. Mais là-dedans, il y a plusieurs sortes de mauvaises informations, on va dire. Enfin, il y a la désinformation, on va dire, c'est des gens qui font ça pour nuire. Et donc, on le sait très bien, parce que moi, je ramène quand même le débat sur l'information, c'est le débat sur la démocratie. Et il y a des gens qui veulent faire tomber les démocraties et qui utilisent la désinformation. C'est-à-dire qu'ils mentent pour faire tomber principalement les démocraties ou une société concurrente, ou je sais pas. Mais ça, on va dire que ça serait plutôt la mésinformation. C'est le fait d'utiliser de l'information pour discréditer quelqu'un, mais pas forcément dans le sens de lui nuire, mais simplement pour l'écarter. Puis il y a la malinformation, c'est-à-dire utiliser des articles de Nature et puis de rajouter dessus une couche, mais en fait qui ne colle pas à la réalité scientifique qui est en dessous. Et donc, voilà, c'est une grande famille de nocivité, je dirais. Pour rester sur le sujet des fake news, quelqu'un, Beryl Ziegler ou Yves Delot, vous voulez dire quelque chose? Est-ce que vous, dans vos services, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté? C'est un vrai combat au quotidien ou, Yves Delot? Si on a été confronté à cette affaire du coronavirus et de la vaccination. Et nous, on a pris une position très claire pour la vaccination qui nous a été reprochée par beaucoup de gens. Je crois que globalement, on fait partie du système. Et il y a un rejet anti-système et on assimile évidemment les médias. Il y a le terme de médias mainstream. Hein, déjà, ça, c'est censé nous déclasser. C'est-à-dire, nous, les médias mainstream, on ment. On est complices du grand complot. Aujourd'hui, on peut estimer que 45% de la population, c'est-à-dire à peu près les 45% qui au deuxième tour voteront pour Marine Le Pen, sont contre le système. C'est pas fait encore. Hein. Non, mais c'est ceux qui aujourd'hui sont à 45%, voire 47% selon les derniers sondages, à dire qu'ils voteront Marine Le Pen au second tour. Donc, c'est une grosse partie de la population qui sont persuadés que les médias mainstream, les médias d'État, les médias, parce que vous êtes financés, subventionnés, etc. Et donc vous êtes sous le robinet, un petit peu décommuniqués, comme vous le disiez tout à l'heure.
et il y a une défiance de la part des populations, d'une grosse partie de la population, envers l'information qui vient systématiquement de la part de ces médias-là. Ça pose le problème du financement des médias, qui est pose le le chapitre financement des suivant. médias Mais qui- pour vous dire, On y il y a eu arrive. un débat en interne chez nous. Il y a les gens de Réinfo Covid au début ont donné une interview, puisqu'on les avait interviewés, et leur grande prêtresse disait dans nos colonnes que le coronavirus ferait 50 morts en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il était en train d'en faire 600 en Polynésie française. Donc on est aujourd'hui à plus de 300. On voit bien que nous, on a eu ce débat en interne en disant attention, ces gens-là peuvent être dangereux parce qu'ils véhiculent des idées qui peuvent mettre des gens en danger. On voit, il y a beaucoup de gens qui, effectivement, ont du coup refusé de se faire vacciner, alors que c'était la chose, nous semble-t-il, la plus raisonnable à faire. Voilà. Donc, et on avait même mis un petit macaron sur notre site internet pour afficher clairement la couleur. Faites-vous vacciner. Donc, on a pris une position, ce qui est extrêmement rare, je dirais très clair, aux Nouvelle-Calédoniennes. Nous, on est souvent très mitigés dans nos prises de position. Et là, on a pris une position forte. Est-ce que la science doit faire exception finalement sur les discussions? Tout à l'heure, on disait que tous les sujets étaient discutables. Est-ce que la science... Alors là, je ne sais pas si on fait peut-être une parabole. Mais même la science est devenue... En fait, même les scientifiques sont, au même titre que les journalistes, apparentés aux élites. Les médecins sont forcément tous complices à 99%, si j'en crois les gens de Réinfo Covid, des grands laboratoires qui ont décidé de pucer toute la population avec des puces 5G. Donc, à partir du moment où vous entendez ce genre de choses, ça discrédite quand même, selon nous, les gens qui profèrent ce genre de choses. Et du coup, on réduit leur présence dans nos colonnes. Ça, c'est sûr. Il faut dire les choses telles qu'on les a faites. On a à un moment arrêté de leur tendre le micro. Et donc, on arrive sur le... Parce que là, on était déjà au deuxième chapitre, hein, on a glissé dessus naturellement. On arrive donc au troisième, qui sont les conséquences économiques sur les différents organes de presse de cette arrivée du numérique et des fake news, etc. C'est comment, quelles conséquences ça a eu sur vous, sur les entités que vous représentez, le fait de devoir lutter contre quelque chose qui est immédiat, qui est gratuit. Vous êtes des médias, vous, avec des journalistes, donc vous avez des besoins d'argent, clairement. Donc comment est-ce que vous avez lutté? Comment est-ce que vous... Enfin, quelles ont été les conséquences? Vous en parliez là, Yves Delot, tout de suite. Chute des ventes, etc. Donc comment vous avez vécu cette arrivée du numérique et finalement, quelles conséquences économiques ça a eu sur vos publications? Il n'y a pas eu forcément de chute des ventes. Il y a eu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, y compris sur nos pages Facebook. On a viré beaucoup de gens. Nous, on n'est plus à la course au nombre de followers. On aime bien purger de temps en temps les haters et les trollers. Olivier excelle dans cet exercice. Il les repère, tous les pseudos approximatifs qui pullulent sur la toile, qui se réjouissent même de notre mort annoncée. Il faut voir à chaque fois qu'il y a un article sur les difficultés des Nouvelles-Calédoniennes, il faut voir tous ces gens, qui sont quelques centaines, qui s'en donnent à cœur joie, à dire qu'on l'a bien mérité, etc. etc. Mais parce que, d'ailleurs, est-ce que les journalistes... Je ne sais pas si la question figure dans le programme, j'ai oublié mon programme. Est-ce que les journalistes sont indispensables? Est-ce que les hommes politiques sont indispensables? Et est-ce que finalement tout ne fonctionnerait pas mieux avec un algorithme? C'est le rêve de certains. Et donc, oui, peut-être que l'algorithmisation de la société éviterait les conflits, puisque finalement, ça irait dans le sens du meilleur des mondes. Ça, je ne crois pas, mais peut-être que certains en rêvent. Alors, les journalistes, on l'a vu, sont indispensables, mais justement, on a vu aussi que les fake news pouvaient provoquer une certaine émulation dans la population. On a vu que créer de l'information fiable, ça coûtait de l'argent. Donc comment, clairement, vous, aujourd'hui, les médias, comment vous trouvez la bonne balance? C'est plus terrible que ça, parce qu'en fait, quand on revient, moi, à mon image de machine à laver, là, dans la grande confusion, l'information arrive et les gens partagent une information et finissent par nous reprocher de ne pas en parler. Mais il y a des choses, enfin, s'il y a un extraterrestre qui a débarqué sur le Prédour, on vérifie avant quand même. Et il y a de fortes chances qu'effectivement, on ne va pas confirmer sur nos antennes qu'on a retrouvé un extraterrestre à le Prédour. Mais les gens, dans leur croyance, finissent par nous dire, mais ah, vous voyez, vous nous cachez des choses. Et c'est terrible parce que là, il y a une escalade énorme. Quel a été déjà le premier réflexe que tous les médias enfin, que la plupart des médias ont fait? C'est de s'équiper d'une équipe de débunkage ou c'est-à-dire,
courir derrière l'immédiateté des réseaux sociaux pour quand même dire aux gens, il y a cette information-là, ben, en fait, cette information-là, elle est prendre avec beaucoup de circonspection et on va vous expliquer pourquoi. Donc défiance croissante dans la population. Donc, ça nous coûte encore plus cher. Et il faut encore renforcer. Donc comment... Alors Ambre Lefebvre, Oui. pour Nouvelle-Calédonie la première. Eh ben, donc, nous, la première chose qu'on a faite, notamment pendant la crise sanitaire et notamment pendant la septembre 2021, c'est qu'on a mis des moyens humains supplémentaires. Littéralement, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que par jour, on recevait parfois des centaines de messages de gens qui nous disaient ce que vous dites, c'est complètement faux. Moi, j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai? Et donc on a mis une équipe, et David est bien placé pour en parler, pour justement apporter des réponses claires, sourcées, vérifiées. On a mis des journalistes supplémentaires sur le site pour proposer des articles un peu débunkés, pour dire que non, la vaccination n'entraînait pas, je schématise, mais non, la vaccination n'entraînait pas des effets secondaires qui pouvaient mener à la mort. Et donc voilà, c'est vraiment des moyens humains qu'on a proposés. En radio aussi, on a proposé des émissions supplémentaires avec de libre antenne, mais en faisant quand même très attention à la parole donnée pour que toujours il y ait cette idée de vérification des informations et que surtout les gens qui pouvaient intervenir, notamment en radio, fassent pas le travail de sape de désinformation. Alors on comprend pour Nouvelle-Calédonie la première qui est quand même un média qui, on va dire, a l'air insolite, qui ne dépend pas forcément de la publicité, qui peut se permettre d'aller un peu contre l'audience populaire, mais que ce soit pour Beryl Ziegler avec ActuNC et NC News, comment vous avez géré ça du coup pour quand même rester dans le coup, ne pas se mettre en opposition avec ce que veut la population, pour quand même avoir de la part de marché et pour avoir de la pub qui vient sur votre média? Comment vous avez géré ça? Alors nous, on a un modèle un peu spécial en fait sur ActuNC. Déjà en termes de contenu, on n'est pas positionné sur l'instantanéité de l'info, pas du tout, puisqu'on a un hebdomadaire. Donc nous, on s'est plutôt vraiment positionné sur le décryptage, l'analyse. Donc je dirais qu'on n'est pas totalement exposé aux mêmes problématiques que nous tous ici. Et puis en fait, la pub, on s'en fiche un peu. Je ne devrais pas dire ça, mais on a plein d'annonceurs qu'on a perdus pour certaines prises de position un peu engagées. Et le plus important pour nous, je crois que c'est de rester en phase avec notre ligne éditoriale et on fait sans. Donc on se repose plutôt sur les ventes, les abonnements et les annonces légales qui nous font vivre pas mal. Sans ça, on serait mal. Trouver des financements annexes finalement. Ashley Vindin pour Calédonia, du coup, comment ça se passe par rapport à ça? Moi, c'est toujours un peu compliqué parce que je suis pleinement subventionné. C'est une société anonyme, mais enfin d'économie mixte avec principalement des collectivités. Mais nous, on s'interroge aussi sur les modèles économiques. De toute façon, il est évident que ça fait, par exemple, partie des problématiques qu'on peut rencontrer à Calédonia. J'ai des actionnaires qui ne veulent pas nous financer parce qu'ils considèrent que notre financeur principal et sur une ligne éditoriale ou politique un peu différente. Donc, à partir de là, la question, le reproche qui a souvent été fait aux médias, et ce que souvent on va essayer de répondre, c'est de dire on est indépendant. Mais qu'est-ce que c'est l'indépendance d'un média? C'est vraiment une question compliquée. Et c'est une question essentielle, et à laquelle répond, par exemple, à sa manière, le monde diplomatique depuis 10 ans, en faisant cette grande cartographie de quel média appartient à qui. Parce qu'au-delà de la défiance que les gens peuvent avoir sur certains sujets, il ne faut pas non plus rejeter leur propre rejet des médias, des mainstream, entre guillemets, sans se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils ont à nous reprocher. Et derrière la question de l'indépendance, il y a cette question-là. Donc nous, on est financé, on va dire, à 90% par la province Nord, pour le dire clair. Et ensuite, on cherche des revenus publicitaires principalement et toutes les bonnes recettes qu'on peut trouver sur les médias. Et de toute façon, on voit bien que déjà, par exemple, la publicité nous a été complètement confisquée. Pas complètement, parce qu'on est des acteurs locaux, donc on a encore des régies publicitaires qui marchent. Mais globalement,
la source est largement tarie. Sur la publicité digitale, Facebook et Alphabet, enfin Google, ont 75% des recettes publicitaires sur le digital. Dans le monde, c'est pas juste... voilà, ils prennent tout. Sur les recettes publicitaires traditionnelles, ils ont un quart. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'existaient pas il y a 10 ans et qui ont réussi à confisquer un quart du marché, enfin, oui, d'un coup. Sans rien redistribuer aux producteurs de contenu, aux producteurs d'information. Ils la captent, ils la diffusent et puis ils ne reversent rien. Yves Delot, par rapport à ça, il n'y a pas de... Vous vouliez nous parler de Facebook News et Google News. Qu'est-ce que c'est ? Donc, Facebook et Google sont aujourd'hui, pour plusieurs raisons, dans le collimateur des autorités américaines et européennes. Alors, il y a eu... pour refaire l'historique, il y a ce fameux débat sur les droits voisins, qui a même eu des prolongements ici en Australie, sauf en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, tout le monde s'en fout. On est trop petit pour attaquer les géants de l'information, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Donc, ils vont continuer à venir prélever leur dîme et l'essentiel du marché publicitaire ici, et il n'y a rien à dire. Ils ne sont pas en abus de position dominante. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais, donc, heureusement, on relève encore de la législation française et européenne en la matière, et donc l'Europe a voté cette loi sur le droit voisin qui reconnaît effectivement nos droits, puisque nos contenus sont exploités par Facebook et Google. Donc ils se sont engagés à nous reverser une aumône. Hein. Je vous rassure, enfin, Facebook, c'est 100 000 $ par an. C'est pas mal, mais on ne les a pas encore touchés. C'est très compliqué de toucher de l'argent d'une société américaine. Yves, c'est pas pour toi les 100 000 $, hein, précise. Pour les Nouvelles-Calédoniennes. Ça, c'est Facebook. Google nous promet 15 000 $. Bon, là, pareil, mais parce que ces accords ont été négociés au niveau de notre organisation professionnelle qui regroupe l'ensemble de la presse française, l'Alliance de la presse. Donc ça, les droits voisins, c'est réglé. Mais c'est finalement peanuts. Le véritable hold-up pour nous, qui étions financés à 70% par la publicité et pas par l'État, c'est le duopole qui s'est constitué au niveau mondial sur le marché de la publicité, de l'annonce, etc. Et dans lequel Google et Facebook se sont organisés pour faire baisser la rémunération des diffuseurs. Ils se captent l'essentiel du marché en évinçant tous les autres acteurs. Et aujourd'hui, c'est là que ça devient intéressant. L'autorité de la concurrence américaine et l'autorité de la concurrence européenne se sont emparées enfin du sujet. Donc, si ces deux autorités de la concurrence, qui représentent quand même les principaux marchés de ces deux acteurs, s'emparent du sujet, à l'horizon de 10 ans, on peut espérer qu'il va en sortir quelque chose, parce qu'on sait que ces procédures vont prendre énormément de temps. Là, ça va vite, là, parce que le Digital Market Act, il a été approuvé par l'Europe, ils ont mis 1 an pour le sortir. Donc on voit bien en fait qu'il y a quand même une réaction assez rapide des pouvoirs politiques par rapport à cette hégémonie qu'on est en train d'assister. Regardez les courbes, enfin voilà. Hein. Il faut bien se rendre compte qu'entre 2010 et 2019, ils n'existaient pas, ils ont pris plus de la moitié. Mais vous mettez encore 10 ans et nous, on n'a plus de pub. Alors, on finance comment les médias? Oui, parce que ça, c'est le chiffre 2019 et ça s'est aggravé en 2020, 2021 avec la crise. Aujourd'hui, ils sont passés nettement devant. Ils vont vers les 80%. Ils captent quasiment toute la croissance du marché publicitaire mondial. Donc l'avenir, finalement, ça va être ça. Ça va être les GAFAM qui vont se reposer sur les producteurs locaux à travers la planète d'informations, de médias, qui vont la capter, qui vont la revendre sur leur plateforme. Ben, en tout cas, c'est celui qui avait jusque-là. C'est-à-dire que tant qu'il n'y avait pas de régulation, les GAFAM allaient tout écraser et l'information allait disparaître. Enfin, l'information servie par des médias mainstream. Il y avait quand même un truc extraordinaire, c'est que quand vous lancez une application d'information ou tout autre et que vous la commercialisez via Apple, ils prennent 30% du prix de vente. Et si vous essayez de mettre un lien vers votre kiosque de vente dans la descriptive, dans votre application, ils vous demandent de l'enlever. Ça vient de tomber aux États-Unis. En fait, le gatekeeper, qui était le 4e pouvoir dans les constructions démocratiques, en tout cas bien consolidé à partir du XXe siècle,
et ben, s'est fait tout confisquer. Enfin, la puissance des médias, hein. Il y avait aussi une certaine arrogance, on va dire, justement, parce que c'était central. Et ben, tout a été confisqué par les GAFAM, qui sont considérés dans le dernier Digital Market Act de l'Europe. C'est eux les gatekeepers. C'est eux qui tiennent la porte des ressources maintenant, complètement. Et il se pose la question du financement de la presse, parce qu'une des garanties, enfin, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, on a le droit à avoir une presse et être éclairé dans notre exercice de citoyen. Or, à mon sens, ils ont brouillé tous les messages avec leur algorithme très sympathique, mais qui sont basés sur la simple nécessité économique, qui n'ont plus rien à voir avec le raisonnement humain. Comment est-ce qu'on peut abandonner à des robots et à quelques personnes qui sont censées être des modérateurs, parce qu'ils mentent sur les chiffres des modérations, mais même chez Facebook, ils ne savent plus comment l'algorithme y tourne. Et ils le laissent tourner, et ça nous... En fait, on est tous dans des micro-univers hyper confinés, où les informations qui nous arrivent sont censées nous faire du bien. Mais qu'est-ce qu'on va devenir comme citoyen au bout de cette logique? Donc non, il va se passer quelque chose et il y aura des régulations très profondes sur ces acteurs-là. Alors, bon, on est les médias aujourd'hui, donc on est content, parce qu'on a peut-être été les plus grandes victimes, mais la plus grande victime, c'est la démocratie de ça. Jean-François Lazelle, sur ces questions, vous avez une réflexion déjà avec votre statut de docteur en sciences de l'information? Alors j'avoue que je ne suis pas ultra spécialisé sur tout ce qui est lié à l'économie et à l'information, mais quand bien même ce qui est très important à prendre en compte sur le témoignage des médias locaux, c'est justement sur cette puissance qui est un peu invisible et qui s'inscrit dans le marché, ce que vous avez appelé les GAFAM justement, parce qu'en fait ces puissances-là économiques comprennent justement tout le contexte et s'adaptent à celui-ci. Ils ont certainement compris, comme dans beaucoup d'autres domaines, que l'information est un marché. Et comment est-ce que justement les médias fonctionnaient avec la publicité et aussi les abonnements et l'achat d'informations. Eux, ils s'inscrivent là-dedans et ils s'inscrivent aussi, si je ne me trompe pas, sur justement l'individualisation de l'information, sur comment est-ce qu'on va, par rapport à des algorithmes, en s'appuyant sur des algorithmes, comment est-ce qu'on va générer justement des publications un peu automatisantes par rapport au goût des personnes. Je cite un exemple, mais je suis passionné de guitare et sur mon fil Facebook ou Instagram, sans que je le demande, en fait, j'ai des annonceurs qui arrivent automatiquement parce que je regarde énormément de vidéos sur YouTube, etc. Donc eux, ils sont inscrits là-dedans, ils ont créé justement, ils se sont appuyés sur un système d'économie là-dessus, sur justement l'individualisation, et qui va après avoir un effet sur les médias, je reprends votre terme, mainstream. Donc je pense qu'ils se sont inscrits là-dedans. Et je sais pas, mais d'un point de vue juridique aussi, je pense que comme c'est assez nouveau, ils jouent sur cette vague-là. Et comme disait Ashley, c'est en cours de réflexion. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important. On en parlait juste avant qu'on commence, sur l'individualisation des goûts qu'on peut avoir maintenant. Quand d'antan on pouvait discuter d'une même information qu'on a vue à la télé le soir, ou même, sans parler d'informations, du téléfilm qu'on a vu le dimanche soir et qu'on en parlait avec les copains le lendemain. Là, on est dans d'autres pratiques, dans d'autres usages, beaucoup plus individualisés. Et je pense qu'il y a une rationalisation de leur part, justement, par rapport à ces usages-là. On ne consulte pas les mêmes informations, je pense. Il y a des sujets qui nous passionnent différemment, enfin différents sujets qui nous passionnent. Et si on regarde notre fil d'actualité, des fois je m'amuse à regarder le Facebook de ma conjointe. On n'a pas du tout les mêmes choses qui apparaissent, quoi. Donc voilà, je pense qu'ils jouent vraiment sur ça, et que le marché de la publicité a été modifié par rapport aux usages aussi des consommateurs, quoi.
Les Nouvelles-Calédoniennes, elles jouent ce rôle de socle, de colonne vertébrale, de conscience commune un petit peu. Les nouvelles, on les trouve partout, tout le monde les lit, ou tout le monde, enfin une grande partie de la population. Est-ce que de passer en version numérique, est-ce qu'elle pourrait avoir ce même rôle finalement? Pour rebondir en plus sur ce que vient de dire Jean-François, il y a quand même quelque chose. Nous, on est soumis au RGPD. J'ai parfois l'impression que les GAFAM ne sont pas soumis au même RGPD que nous. Hein. Nous, on a dû se concentrer. On ne peut rien savoir, nous, mais ils savent tout. Voilà, donc, on est obligé de détruire les CV qu'on reçoit, etc. Donc, c'est quand même un peu curieux. Alors, juste RGPD pour tout le monde, s'il vous plaît. C'est la règlement général pour la protection des données. C'est-à-dire, il faut qu'on détruise les données, etc. On n'a pas le droit de traquer les gens, etc. Bon, j'ai l'impression que ça ne s'applique pas à tout le monde de la même manière en Nouvelle-Calédonie. Mais je disais d'ailleurs, c'est les Nouvelles-Calédoniennes qui ont 30 journalistes en Nouvelle-Calédonie. C'est pas Facebook et Google. Hein. Je suis même pas sûr que Facebook et Google aient des salariés en Nouvelle-Calédonie. Ou alors, il faudrait qu'on me les présente. Est-ce qu'il y a des salariés de Google ou de Facebook dans la salle? Est-ce qu'il y a des journalistes des Nouvelles-Calédoniennes dans la salle? Oui. Voilà. Donc nous, on était le média incontournable. Aujourd'hui, effectivement, les gens nous disent « mais vous êtes contournable, à nous de nous rendre indispensables, mais pas seulement par une position, je dirais, parce qu'on était les seuls, mais parce qu'on serait meilleur. » Donc, c'est ce que je dis à nos jeunes journalistes. On est journaliste 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je parle sous le contrôle de représentants des personnels qui sont aussi dans la salle, mais qui savent que je dis vrai. On ne peut pas s'arrêter d'être journaliste à 18 heures ou 22 heures si on boucle le journal. S'il se passe quelque chose la nuit, on doit être présent. Quand Jacques Chirac est mort, Olivier Poisson était en train de rentrer chez lui tranquillement. Il était 20 heures. Il était 21h, il venait de boucler le journal, d'envoyer la couverture à l'imprimerie. Et on a entendu tous les deux à la radio que Jacques Chirac venait de mourir. Donc on a été le premier journal quotidien français à sortir une édition papier sur la mort de Jacques Chirac, puisqu'on avait 10 heures d'avance sur tout le monde. Donc c'était formidable. Pour une fois, on avait un temps d'avance. Et le papier était en avance sur tout le monde. Alors, juste Olivier Poisson, qui est le rédacteur en chef des Nouvelles. Hein. Voilà. Olivier, oui. Donc, pour vous dire que si on veut aller, on se bat à armes inégales, non seulement contre les GAFAM, mais aussi contre l'État. Je n'ai rien contre ma voisine, hein, elle fait tout son possible avec l'argent qui lui est confié, mais c'est une autre question cruciale. On a Ashley qui certes se plaint de la faiblesse de ce financement, mais moi j'aimerais bien avoir 400 millions de la province Nord pour boucler les fins de mois, ça m'arrangerait. Il faudrait même du bénéfice, et je crois que mes actionnaires en seraient très reconnaissants. Je crois que même mes actionnaires seraient reconnaissants à la province Nord qu'ils puissent faire du bénéfice, ce qui sera assez inédit. Donc, on va étudier le montage. Donc, le financement de la presse, nous, effectivement, jusqu'ici, pourquoi on était indispensable? Parce qu'on était aussi incontournable. Pourquoi on était incontournable? Parce qu'on était incontournable sur le marché publicitaire. 70% de nos revenus venaient du marché publicitaire. Mais quand vous devez faire tourner une rotative toutes les nuits et financer 20 chauffeurs de camions et de voitures toutes les nuits pour distribuer le journal, ça coûte entre 500 et 600 millions de francs par mois. Donc là, à un moment, ça, c'était financé par la publicité. Un journal imprimé qui se vend 200 francs, 180 francs pour nous, 20 francs pour leurs vendeurs, déjà, il coûte, et avec l'augmentation du prix du papier, c'est plus 50 francs, c'est 60 francs, puisque le papier vient d'augmenter et donc remet encore plus en question le support papier. Donc l'État consacre, et les collectivités locales en Nouvelle-Calédonie consacrent énormément d'argent aux médias d'information. Et je crois que ça pose, dans une enceinte comme celle de la CCI, qui normalement est l'enceinte de l'initiative privée et de l'économie, ça pose quand même, je pose cette question, est-ce qu'on doit laisser effectivement l'information à des médias qui ne seraient financés que sur fonds publics? Donc ça, c'est très clairement là un débat de société et un débat démocratique. Aux États-Unis,
La presse locale a quasiment disparu dans la plupart des comtés. Il y a effectivement une presse nationale qui s'est mondialisée, comme le New York Times. On cite toujours, le New York Times, le Washington Post sont effectivement des marques mondiales aujourd'hui et gagnent beaucoup d'argent. Mais il y a la plupart des petits titres qui traitaient l'actualité de chaque comté aux États-Unis ont quasiment disparu. Aujourd'hui, les campagnes électorales aux États-Unis, et on l'a vu avec Donald Trump, mais c'est la même chose au niveau local et au niveau des assemblées des États, se font via Twitter, les réseaux sociaux, etc., où les types achètent de l'audience. Ils n'ont plus besoin des journalistes pour faire passer leur message, ils achètent de l'audience. Et ça coûte $1 million, $2 millions. Il y a même des barèmes. Hein. Si vous voulez être élu dans l'État de Virginie, c'est temps, parce qu'il va falloir consacrer autant à faire passer votre message sur Twitter. Voilà. Merci Yves Delot. Il y a Beryl Ziegler, vous vouliez prendre le micro tout à l'heure. Allez-y. Bon, évidemment, le papier perd un peu de terrain, on le voit, mais je pense qu'il ne faut pas trop vite aussi l'enterrer, parce qu'on se rend compte que il y a déjà 30 ans, on prédisait la fin du papier, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même des titres qui se sont créés, au-delà de ceux qui ont disparu. Et si je prends notre exemple personnel, on existe depuis 8 ans, et en fait, nos ventes continuent de progresser. Et voilà, donc je ne dirais pas que c'est complètement fini. Il faut sûrement réfléchir peut-être un peu plus à comment amener les choses pour intéresser le lecteur et l'amener à continuer sa lecture sur le papier. Il y a quand même des gens qui aiment toujours toucher le papier, prendre le temps de lire son petit journal devant le café le matin. Et je pense que ça, il y a encore 5-6 ans, à mon avis, en Calédonie, voire 10, où il y a encore de la place pour le papier. Et puis on le voit aussi, par exemple, il y a 70 ans, quand est née la télévision, on prédisait la mort de la radio, et en fait, aujourd'hui, elle est toujours présente. Donc, je pense qu'on peut composer finalement avec tous ces médias encore, quitte à savoir les utiliser à leur juste valeur. Voilà. Mais alors, ce serait quoi le bon modèle? Et il nous reste 5 minutes. Après, on passera aux questions du public. Mais quel serait le modèle idéal pour avoir une presse, des médias qui soient libres, indépendants dans leur ligne éditoriale, séduisant pour la population, pour quand même assurer des ventes, etc. Donc c'est quoi le modèle parfait, le bon équilibre entre subventions, pub et achat, quoi. Il faut le demander à une, c'est la première. Elle a le micro, Ambre Lefebvre. Alors, je n'ai pas la recette parfaite pour le bon modèle économique d'un média, pour qu'un média fonctionne. Il est clair qu'à France Télévisions, c'est une question qui se pose, et c'est une question qui va complètement se poser suite aux annonces très récentes du candidat Macron. Donc, je n'ai pas la réponse à cette question pour l'instant. Ce que je peux juste dire par rapport à nous, NC La Première, 2 choses par rapport à toute cette publicité et aussi à cette surpuissance des GAFAM. C'est que, nous, clairement, à NC La Première, nous ne mettons pas la totalité de nos contenus sur Facebook, sur YouTube. Parce que nos contenus ne sont pas monétisés, ce qui veut dire que concrètement, toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook, qui engrangent des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues sur plusieurs années, Facebook va engranger des énormes recettes avec. Nous, on a vraiment des cacahuètes à peine. Et en plus, France Télévisions, on a fait le choix de ne pas monétiser nos réseaux sociaux. Donc, notre stratégie, c'est de ne pas mettre la totalité de nos contenus sur Facebook. C'est pour ça que notre journal n'est pas proposé sur Facebook, excepté pour des éditions spéciales, type élection, crise sanitaire, etc. C'est vraiment un choix. Des internautes, des auditeurs, des téléspectateurs nous posent la question, nous le reprochent régulièrement. On leur explique pourquoi. C'est aussi pour des questions de droit à l'image et de droit d'auteur. Mais en tout cas, comme ça nous évite que Facebook quand même, littéralement, se fasse de l'argent sur nos contenus. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, bien sûr, notre régie a dû s'adapter au fait que, certes, on fait de l'audience, mais aujourd'hui, un commerçant, une grosse entreprise, aujourd'hui, à sa page Facebook, va mettre à peu près $30 pour dire, OK, je veux que ma publication
rédaction qui dit que je suis ouvert exceptionnellement samedi et dimanche pour mes soldes, je veux qu'elle ait une portée payante sur 15 000 personnes que sur Nouméa, ça va beaucoup plus toucher qu'un spot de radio diffusé potentiellement à 7 heures sur notre antenne. Donc c'est sûr que c'est une réflexion qu'on a dû entièrement mener au sein de France Télévisions. Aujourd'hui, bien sûr, d'être annonceur autour de gros contenus, ça sert, mais il y a ce côté, je mets un peu de sponsoring sur Facebook, je vais capter potentiellement plus d'audience. Et donc l'idée, c'est d'aujourd'hui, et je dis vraiment, c'est des contenus hors info, hein, bien sûr, nous, notre information est complètement, notre rédaction est complètement libre et complètement détachée de tout ce qui est régie pub. Nous, tous nos contenus hors info, on va les penser, on va les traiter avec notre ligne éditoriale, mais éventuellement, on aura parfois du partenariat. C'est comme ça qu'on va réfléchir, c'est comme ça que potentiellement des annonceurs vont pouvoir se placer aujourd'hui. Il faut jouer les funambules, quoi, un peu. Et en fait, c'était comme ça, je plaisantais, mais je veux dire, le modèle de NC La Première, c'est un modèle, c'est France Télévisions qui est financé par la redevance audiovisuelle, enfin, pour être clair quand même. Et moi, il me semble que c'est le modèle qui a financé les plus belles productions audiovisuelles européennes quand même. La BBC, c'est le même modèle. En Allemagne, c'est à peu près le même modèle. C'est la télé publique. C'est l'obligation, en fait, d'avoir un service public de l'information. Mais ça marche, à la limite. Mais il faut, à côté de ça, il faut des acteurs privés. Et la presse quotidienne, c'est pas le secteur de France Télévisions, par exemple, doit exister de la même manière, à mon sens. C'est-à-dire qu'en Nouvelle-Calédonie, si on réfléchit en Nouvelle-Calédonie, qui est France Télévisions, avec toutes ces déclinaisons de délivrance de l'information, elle est financée pour ça, c'est parfait. Mais nous, si on doit se poser des modèles sur qu'est-ce qu'on doit faire en Nouvelle-Calédonie, là, c'est différent. Quelque part. Et effectivement, il y a de l'argent quand même mis sur la table. La preuve, nous, on existe, on est suivi par une collectivité quasiment intégralement. Mais je l'ai dit tout à l'heure, ça pose des questions, ça suscite des questionnements sur l'indépendance. La redevance audiovisuelle, c'est une des meilleures façons de prouver que le média de l'État, les médias de l'État, sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils reçoivent un financement il est écarté de la décision politique. Oui, mais dans la tête des gens, la différence qu'aujourd'hui, médias d'État veut dire un petit peu... service public, ce n'est pas la télévision d'État. Notre rédaction reste complètement indépendante. Notre ligne. Oui, moi j'ai utilisé un terme qui peut-être est mauvais, mais enfin, quelque part, c'est quand même le service public de l'information. Hein, donc c'est quand même comme autant qu'il y a vu le service public de la Poste ou des choses qui ont disparu depuis. Yves Delot, vous avez le micro, ce sera un mot de conclusion et ensuite on passera... Oui, je ne sais pas comment l'État dépense son argent, mais s'il dépense autant d'argent pour France Télévisions et qu'il n'a aucun contrôle sur ce que fait France Télévisions, il faut quand même se poser des questions sur la façon dont est dépensé l'argent public. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions, du coup? Alors, soyez pas timides, les premières questions, c'est toujours un peu difficile, mais n'hésitez pas. On va lancer le... Je te passe le mien? Ou tu veux passer celui-là, Pauline? Ouais. Alors, il arrive. Dans 3. C'est des longues secondes, mais 2. C'est Eric Olivier qui est ici. Pardon, juste une petite remarque. Finalement, je pense que la digitalisation des médias n'est pas si différente des autres secteurs d'activité. Si on fait simple, il y a 3 gros blocs. On va dire la partie collaborative, finalement, qui s'instaure. Hein. On peut prendre l'exemple et notamment des journalistes qui sont bientôt 8 milliards sur la planète. Enfin, pardon, des remonteurs d'informations, on va le dire comme ça. On a le cœur de métier qui a été évoqué avec Yves, par l'exemple des rotatives. Au lieu on va mettre en ligne plus tôt et on traitera l'info peut-être plus de manière enrichie dans le support papier. Et on a la communication, part de marché. Et sur cette partie-là, on a besoin quand même je crois que c'était un défi fort de tous les médias depuis le début de leur histoire, on a besoin d'une identité pour exister en tant que média. Dans ma perception du rôle d'un journaliste, le journaliste doit traiter une information de manière assez neutre. Après, pour créer cette identité, il faut, comme Yves l'a également illustré, avoir une identité, un angle d'approche, en fait, et amener une lecture et peut-être des liens d'une actualité, d'une information vers d'autres choses, d'autres actualités, pour les mettre en perspective.
Je pense qu'on est également avec Internet dans une phase, et on le sait tous, on parle plus de consommateurs, mais de consomme-acteurs. Et je crois qu'on peut estimer d'un commun accord que le consommateur veut de la transparence à tout niveau, que ce soit sur la composition de ce qu'il va consommer, ou que ce soit sur l'information qu'il reçoit, justement. Et en fait, dans ce cadre-là, alors, il y a une grosse difficulté peut-être de transparence des sources. On a évoqué les communiqués officiels, on a évoqué ce genre de difficultés qu'on entend tous. Hein. Et c'est uniquement par recoupement qu'on pourra peut-être avérer, attester de la justesse d'une information, ou en tout cas de son aval au sens massif et général du terme. Par contre, si les sources devenaient transparentes, en fait, moi c'est ça la vraie question. Parce que c'est une évolution sociétale vers laquelle on tend, peu ou prou, hein, alors suivant les territoires, les zones et compagnie, mais si on prend l'Europe du Nord, ils sont vraiment en avance au point de vue sociétal à ce niveau-là. Et du coup, est-ce que le rôle du journaliste, finalement, ne devient pas justement d'être un peu garde-fou ? Je reprends l'exemple des fake news. On a évoqué tout à l'heure le fait que certaines fake news n'étaient même pas évoquées. Par contre, est-ce qu'à la fin d'une édition, qu'elle soit papier, qu'elle soit télévisuelle, qu'elle soit radiographique, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à venir démentir justement les grosses rumeurs qui courent, mais juste en disant, voilà, nous, on a fait nos recherches, cette information-là, vous l'entendez, mais elle n'est pas avérée. Ce qui ne veut pas dire qu'on va au-delà dans l'annonce, mais le média, pour moi, s'il veut garder son existence, j'ai envie de dire, il faut qu'il redéfinisse son rôle. Peut-être, en tout cas, c'est un point de questionnement. Et je finirai quand même juste ce questionnement, parce qu'en fait, voilà, est-ce que la transparence n'obligera pas le média à perdre son identité pour continuer à exister, encore une fois, dans ce rôle un petit peu de garde-fou de l'information multi-origine. Et je voulais juste revenir sur un petit propos de Yves Delot qui est très juste, hein, ceci dit, mais il y a quand même un grand écart, je pense, entre le média historiquement garant de l'information, depuis la dépêche AFP, qui va être travaillée, qui va être recoupée en termes de sources, etc., à l'extrême que serait un algorithme qui diffuserait l'information de manière pure et dure. Je prends l'exemple du hackathon proposé en 2017. On avait un projet de plateforme citoyenne porté par un des concurrents au concours de développement informatique et qui proposait une plateforme citoyenne alimentée par des journalistes, mais qui permettrait justement de considérer aussi les autres collaborateurs que, bon gré mal gré, sont devenus les consommateurs à travers leurs échanges, notamment sur les réseaux sociaux. Et je reprends un autre exemple. Est-ce qu'on n'aurait pas des métiers à créer également dans les médias, par exemple, pour continuer d'alimenter ce qui est mis sur les réseaux sociaux, qui est critiqué, commenté? Alors, on ne va pas pouvoir traiter toute information sur une durée éternelle, mais encore une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux métiers à inventer ou des approches un petit peu différentes pour que le média conserve un rôle, mais encore une fois, dans un sens garant, justement, de qu'est-ce qui est avéré ou non, j'ai envie de dire, à défaut de vrai ou faux. En fait, vous avez... sur le consommateur, je vais faire un parallèle avec la conduite automobile en Nouvelle-Calédonie. Il y a énormément de morts en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a des gens qui se comportent très mal sur la route. Mais je constate au quotidien que la plupart des gens sont extrêmement courtois sur la route en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je crois que sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Il y a des fous furieux, mais qui, du coup, ont confisqué la parole. Et je crois que les gens raisonnables n'osent plus s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être que nous, notre travail... Enfin, je vois, hein, les gens se font défoncer. Maintenant, ça commence à contaminer LinkedIn. Hein. Jusqu'ici, LinkedIn était assez préservé, mais on commence à se faire insulter sur LinkedIn aussi. Et donc, quelque part, moi, j'aimerais bien que sur le... Peut-être que nous, notre rôle, ça va être de créer un réseau social courtois. En fait, je dis toujours, les Nouvelles-Calédoniennes se doivent d'être un lieu de débat apaisé. Et donc, viendraient chez nous les gens raisonnables qui ont envie d'échanger. Et en fait, ne pas laisser la parole qu'aux seuls fous furieux. Facebook, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a plus que des fous furieux là-dessus. Moi, j'y vais, j'observe, mais je n'ose plus rien dire. Parce que je me dis, je vais me faire étrier. Donc, de temps en temps, je fais une petite provocation parce que j'ai quand même un naturel un peu provocateur. Donc, mais je reviens vite en arrière parce que je le fais sous mon nom. Je n'ai jamais eu de pseudo. Donc, j'assume ce que je dis et je le fais sous mon identité. Donc, je dois quand même faire attention de ne pas aller trop loin dans la provocation parce que j'ai quelques responsabilités. Voilà. Donc oui, les Nouvelles-Calédoniennes ont cette ambition d'être un lieu de débat apaisé et de faire participer effectivement leurs lecteurs à ce débat. C'est tout le projet qu'on est en train de concocter. Si
nos créanciers nous en laissent le temps, et si l'État nous en donne quelques moyens, puisque l'État viendra à la rescousse, j'en profiterai pour dire que l'État nous aide un peu, hein, pas du tout les autorités locales. Ce qui est peut-être pas plus mal pour l'indépendance. Hein. On ne reçoit pas d'aide localement, donc il n'y a que l'État qui nous aide. Donc, mais de manière assez anecdotique. Okay. Pour rester sur le sujet proposé par Eric Olivier, vous aviez le micro, Ashley Vindine, vous vouliez réagir par rapport à non, juste, je rebondis sur ce qu'il dit Yves quand même, parce que je veux dire, d'où arrive l'argent, aucune garantie d'indépendance en fait, parce que des actionnaires, c'est pas forcément mieux en fait. C'est le reproche qui est fait à la plupart de la presse en France, c'est-à-dire que derrière, il y a un actionnariat privé. Et on arrive, il y a un juste milieu à trouver. Il y a un juste milieu à trouver, mais il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, parce que dire on va tout sourcer, ben alors le Watergate ne serait jamais sorti. La moitié des grands sujets de l'information ne seraient jamais sortis. On ne peut pas tout sourcer. On peut sourcer ce qu'on peut sourcer. Quand c'est Enercal qui nous explique qu'ils viennent de sortir une centrale, elle est magnifique et tout, c'est un communiqué, source communiqué Enercal. On essaye tous de le faire. On essaye tous de le faire à un moment, mais c'est un métier particulier de délivrer de l'information. Et une des particularités de ce métier, c'est d'aller la chercher. Et pour aller la chercher, il faut protéger ses sources. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Il y a aussi des choses qu'on sait, mais qu'on ne dit pas parce que la source ne veut pas le confirmer ou qu'on n'arrive pas à le vérifier. Et il faut aussi, c'est-à-dire... le problème, en gros, c'est qu'on a un petit peu d'un délitement d'un certain nombre de repères pour tout le monde depuis le brouillage de tout ça. Et maintenant, on dit c'est la faute des médias. Mais c'est comme dire au comptable qui arrive avec des mauvais chiffres, t'es viré. Enfin, les médias ne sont pas responsables de l'épuisement des mentalités, des consciences globales sur un certain nombre de problématiques. C'est qu'on a perdu des lieux de délibération. On va dire qu'il y a moins de gens qui regardent la télé, beaucoup moins de jeunes, qui lisent encore un journal tous les jours, mais de manière dématérialisée ou pas. Hein. Et puis, moi, il y a des fondamentaux. C'est-à-dire que, par exemple, la disparition de la presse papier, c'est dangereux. En fait, parce que c'est bien beau, le numérique, tout ça, oui, merveilleux, mais n'oubliez pas, parce que j'avais proposé qu'on parle un peu de ça, en temps de guerre, regardez, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Hein. Alors, je ne vous raconte pas l'information. C'est la fête du slip. Mais si on tombe dans une dictature, si on tombe dans un temps de guerre, le numérique, tout le monde sait ce que vous regardez. Parce que, et tout le monde peut vous couper l'accès à l'information aussi. L'accès à l'information, on va dire, du bon côté. Hein, c'est-à-dire, chacun met sa morale où il veut, mais il y a toujours un bon et un mauvais quand même, si les lumières sont... Enfin, des fois, c'est pas très clair. La presse papier, personne n'ira vérifier l'article que vous avez lu. Personne ira vérifier à qui vous allez donner le journal pour dire « lis ce papier-là ». Et c'est pareil avec la télé linéaire. Mais tout le reste... On peut vous le couper du jour au lendemain, on peut vous empêcher d'aller le voir, et puis on peut aussi vous censurer. Parce que moi, j'ai eu un peu froid dans le dos quand j'ai vu que du jour au lendemain, RT et Sputnik, clac, on ferme. Waouh, j'ai dit, attention, ça va vite quand même. La démocratie, c'est aller vite. On a dit toujours la démocratie, c'est trop lent, vous comprenez. Mais voilà, c'est ça le problème du numérique aussi. Donc oui, ça touche à plein de sujets de la société. C'est vraiment un sujet qui est hyper sensible. Et du coup, comment ça évolue? Est-ce que vous, au sein des rédactions que vous représentez, est-ce que vous avez des réflexions pour essayer de s'adapter justement à ce changement qui va très vite? Peut-être qu'on ne comprend pas, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des réflexions pour pouvoir être performant, cohérent demain, et que les gens ils aient envie d'écouter les informations que vous allez donner sans forcément tomber dans les sirènes de la fabulation, quoi. Beryl Ziegler. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. C'est, je pense, assez important qu'il y ait un titre et un caractère. Finalement, en Calédonie, on a assez peu de titres qui ont vraiment, je dirais, une ligne éditoriale très claire, qui défendent un point de vue. Alors que si on prend en métropole, il y a des médias qui sont quand même très engagés et qui l'assument pleinement. Hein. Même s'ils restent neutres dans le traitement, on sent bien que derrière, il y a une vraie ligne de conduite. Et en tout cas, ce qui est important, je pense aussi aujourd'hui, c'est que les journalistes, ils se sourcent de plus en plus aussi sur les réseaux sociaux. Le métier a beaucoup évolué.
il y a un gisement d'informations qui est énorme. Il n'y a pas uniquement ce qu'on appelle des fake news. Je suis assez d'accord avec toi sur le thème fake news. Et pour moi, même une rumeur peut être une info, quitte à ce qu'on la traite de manière un peu différente et qu'on la débunk. Ça peut aussi être dans le jeu. Donc, on peut trouver plein de choses sur les réseaux, des témoignages, des gens. Enfin, nous, on se source régulièrement sur les réseaux, même en vérifiant certaines choses. Mais c'est une source pour nous très importante de sujets. Et c'est justement là qu'on va pouvoir sortir un peu de la ligne de ce qu'on reçoit, des communiqués, du flot institutionnel qui est assez important ici quand même en Calédonie. On est inondé, hein. Et donc pour essayer d'avoir des choses un peu plus différentes et une approche. Et voilà, c'est pas évident hein, parce qu'on est pris par l'instantanéité, par ce côté vérification de l'info qui prend du temps. Donc parfois on va aller au plus simple. On va récupérer ce qu'on a dans notre boîte email et le retraiter comme on peut. Oui, mais Alors juste, il y a d'autres questions dans la salle, donc rapidement s'il vous plaît. Yves Delon. Non, mais juste, c'est bien les réseaux sociaux, mais la meilleure source d'information, c'est encore les gens en tête à tête. C'est-à-dire, c'est pour ça que je disais journaliste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des rencontres, des conversations, de la curiosité, et c'est là que viennent les sujets aussi. Juste pour la petite précision, parce que je n'évoquais pas la transparence de la source d'origine du journaliste, hein, on parle d'un individu en l'occurrence, et il faut respecter parfois ce cadre d'anonymat, mais j'ai envie de dire vertueux, parce qu'encore une fois, il y a quand même une information qui est proposée. Je parlais vraiment des sources officielles, qu'elles soient d'entreprises, institutionnelles et autres. Voilà. Et juste quand même, pour donner un peu d'espoir, je tiens à préciser que nous sommes plutôt vers l'avènement de ce qu'on appelle la fin du Web 2.0. C'est justement l'avènement des GAFAM, des échanges de contenu dans les deux sens, et on se dirige vers ce qu'on appelle le Web 3, là où le Web 1, pour resituer, était juste de la consommation d'informations sans l'interaction qu'on connaît dans ce Web 2. Et le Web 3 pourrait réamener, pour le faire très simple sous cette approche-là, une parcellisation un petit peu de ces GAFAM pour que reprendre du sens. Justement, on évoquait Facebook qui a perdu son sens premier, qui était un yearbook, hein, pour rappel. Et dans la diffusion de l'information à date, effectivement, c'est la foire. On peut avoir des bonnes et des mauvaises informations. Mais merci de vos retours. C'était une vraie question de fond à mon sens. Merci beaucoup. On va amener le micro à une deuxième personne qui aura une question. Il y en a déjà 3 qui veulent poser des questions. Donc si on peut avoir des réponses, voilà. Et des questions courtes aussi. Oui, très, très court. Donc Dominique, citoyen, merci, c'était très intéressant. Il y avait à apprendre et à laisser. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir, pour les Nouvelles-Calédoniennes, est-ce que vous allez passer complètement au numérique ? Voilà, si c'est votre intention. Et je termine en vous demandant, à partir du moment où vous passez au numérique, est-ce que vous pensez que votre média aura la même influence sur les opinions et puis sur l'information de la société, ce que moi je ne pense pas. Il faut poser la question à la journaliste d'ONC Première qui a fait un sujet sur la question, Coralie Cochin. Oui. On aura peut-être une influence dans une autre population. Aujourd'hui, on constate que qui consomme de la presse papier, d'ailleurs, c'était assez amusant de voir les commentaires sur cet article de Madame Cochin, qui disait « Mais pensez à nos pauvres vieux qui lisent le journal tous les matins ». Donc nous, on veut pas se contenter de la cible des vieux qui lisent le journal tous les matins. Donc on veut aussi aller séduire les jeunes, les conquérir et leur dire la presse, l'information, c'est important. J'étais venu, au tout début que j'étais là, il y a 4 ans, j'étais venu conférence ici devant les étudiants de l'EGC et j'avais demandé qui s'informe via les Nouvelles-Calédoniennes. Il m'avait dit personne, nous on s'informe via Facebook. Oui, j'ai dit, écoutez, sur Facebook, vous lisez quoi? Donc là, les Nouvelles-Calédoniennes, effectivement, etc. Donc, moi, je vous ai dit, c'est 500 millions pour imprimer et distribuer un journal papier. C'est 45 ouvriers imprimeurs. Je préfère avoir 45 développeurs et dépenser 500 millions dans des applications et des services Internet. Aujourd'hui, parce que c'est ça l'enjeu pour nous. Certes, notre singularité, c'est la presse papier. Le journal a de l'influence dans un microcosme, je crois, nouméen, où on considère qu'effectivement, très politique et économique, effectivement, que c'est ce qui est, voilà, les nouvelles est sur le bureau le matin, etc. Et ce qui est dans les nouvelles, forcément, c'est ce qui fait c'est la tendance du moment. Mais nous, on vise aussi, on vise aussi être un média de masse. C'est ça qui avait fait notre succès, c'est qu'on était un journal populaire. Et réduire effectivement notre offre à quelques happy few,
Ce serait une erreur fondamentale. La presse quotidienne, c'est toute la difficulté de la presse quotidienne régionale par rapport à la presse nationale qui peut être élitiste. Je parlais du New York Times, je parle du Figaro, du Monde, etc. C'est success story. Pourquoi il s'adresse à 1% de la population? Nous, on doit s'adresser, si on veut continuer à vivre, parce que notre modèle est basé sur le fait qu'on se vende et qu'on vende de la publicité. C'est pas, notre modèle, c'est pas d'être subventionné. Eh bien, si on veut ça, il faut qu'on touche 270 000 Calédoniens, pas 5 000 Happy Few. Bien, écoutez, c'est le sens de l'histoire. Après, mais l'histoire pourrait connaître des retournements spectaculaires et que tout à coup, le papier devienne tendance. Comme le micro-sillon a été tendance, mais le micro-sillon tendance, c'est chez 0,01% de la population. Et on vous dit, le micro-sillon, c'est formidable, tout le monde va réécouter les disques sur des platines. Moi, je n'ai pas envie de m'adresser à 0,01% de gens qui écoutent des disques sur des platines. Juste pour répondre très clairement, après on passe au public, mais les Nouvelles-Calédoniennes en papier, c'est combien de temps encore? En une phrase? Longtemps encore, mais peut-être pas sous la forme actuelle. Ok. Oui, alors juste une petite chose, je suis désolé, moi c'est pas pour une question, c'est juste pour une toute petite intervention parce que je suis le rédacteur en chef des Nouvelles. Et depuis le début, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le... Je suis désolé, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le métier d'un journaliste. Et il y a quand même quelque chose, il y a des informations peut-être, la vérité est peut-être même devenue une opinion, mais il y a aussi des faits. Et les faits, il n'y a personne d'autre que les journalistes qui seront aussi proches des faits. Parce que les journalistes, ils passent leur journée à sourcer, ils passent leur journée à aller chercher des interlocuteurs qui vont leur confirmer les faits. Alors ils peuvent se tromper, ça peut arriver à tout le monde. Des fois, effectivement, ça va vite, ça va très très vite. Mais je prends l'exemple des faits divers. Les faits divers, quand vous voyez un fait divers sur les Nouvelles ou sur La Première, ou voilà, sur les sites d'information qui sont sérieux, automatiquement, il y a une vérification. Le journaliste, il travaille tous les jours ses contacts. Tous les jours, il va être capable d'aller voir les gendarmes, d'aller voir les pompiers, d'aller voir les policiers. Souvent pour rien, il va énormément travailler. Ça va lui faire passer beaucoup de temps sur le terrain. Mais seulement, ce soir-là, il va avoir un policier qui va lui décrocher, qui va lui dire « Oui, bah, écoute, c'est vrai, il y a eu 3 blessés dans cet accident. » Alors, peut-être que ce sera faux. Moi, une fois, il m'est arrivé une sale histoire. Je veux dire, le médecin qui venait soigner quelqu'un me dit c'est une blessure, elle est blessée légèrement, elle est morte dans la nuit. J'ai écrit la connerie dans le journal, je m'en suis voulu énormément. Maintenant, c'était le médecin qui l'avait soigné qui venait de me confirmer. Donc on peut tous se tromper. Mais par contre, les journalistes seront toujours au plus près des faits. Et quand on dit que Will Smith, je suis désolé, mais Will Smith, il y a quand même un fait, et le fait, c'est que Will Smith a mis une claque à, je ne sais plus comment il s'appelle, Chris Rock. Voilà. Et ça, c'est quand même un fait, et ce fait, il est vérifié. Voilà. Donc c'est peut-être pas... Après, c'est l'analyse qu'on fait de cette claque qui va être importante. Et c'est en ça qu'au moment de la Covid, on a été extrêmement embêtés, parce que les anti-Covid ont joué avec nos propres armes. C'est-à-dire qu'au moment où nous... on essayait de sourcer avec des scientifiques, on essayait de sourcer avec des gens, parce que les journalistes ne sont pas des sachants, ce sont des gens qui vont chercher les sachants. Donc les journalistes, à un moment, vont chercher un spécialiste du CHT, vont chercher un spécialiste de la DAS, et ne font que reproduire ce que dit le spécialiste de la DAS et le spécialiste du sachant, en essayant de le vulgariser, de le rendre compréhensible à tout le monde. Ça, c'est notre métier. Le problème, c'est que Réinfo Covid, d'ailleurs Réinfo, c'était très très bien trouvé, eux aussi ont été chercher des médecins, ont été chercher des gens vus comme des sachants. Donc ça devenait une querelle d'experts, et c'est là où c'est devenu très très compliqué pour nous. Voilà. Et dernière petite précision, quand on donne un avis, enfin nous en tout cas aux Nouvelles, des fois on donne des avis sans s'en rendre compte, mais en tout cas quand on donne un avis sur de la politique ou sur quelque chose, c'est clairement défini. Nous, chez nous, c'est uniquement dans l'éditorial. C'est-à-dire qu'un éditorial, on précise qu'on est en train de donner un avis sur l'information. Alors l'avis, il est apprécié, il n'est pas apprécié, c'est pas le problème, mais en tout cas, c'est clairement identifié l'endroit où on donne un avis. Voilà, on essaye au maximum. Merci beaucoup. Alors il y a une question, le jeune homme, c'est ça? Oui, on va vous amener le micro. Ah bah, tu l'as déjà? Allez-y, on vous écoute. Donc, bonsoir. Moi, je voudrais poser une question sur l'éducation. Vous avez dit précédemment que le numérique avait énormément chamboulé le domaine de l'information. Mais de ce fait, dans les écoles supérieures de journalisme, est-ce qu'elles se sont adaptées à ce changement déjà?
c'est la course au micro. Ambre Lefebvre. Je vais laisser passer ma voisine parce qu'elle a fait. Oui, elle a moins parlé que vous. Elle a fait ses études de journalisme bien après moi. Oui, complètement. Enfin, on a des cursus de journalistes web qui sont proposés dans les écoles de journalisme. On nous apprend aujourd'hui, alors même si mes études commencent un petit peu à remonter aussi, mais je pense que aujourd'hui vous allez en école de journalisme, vous faites un cursus journaliste web. Bien sûr qu'on vous apprend tout ce qui est fact-checking, débugage, utilisation des réseaux sociaux. Et aussi comment informer sur les réseaux sociaux. Parce que faire une publication Facebook, c'est pas du tout la même chose qu'écrire un article sur le site. Ça répond à votre question. Du coup, on va enchaîner avec une autre question. Oui. Allez-y. Bonsoir. Merci pour vos différentes interventions. Moi, je voulais savoir, je veux revenir un petit peu sur l'information, l'évolution numérique, de l'information et à l'ère du numérique. Pardon. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup pour vous, les médias traditionnels, de prendre le contre-pied de ce qui se fait justement sur le numérique avec les influenceurs qui sont là pour promouvoir une marque ou une idée? Est-ce que justement, les journalistes, vous ne pourriez pas regagner en légitimité en mettant en avant le fait que ce que vous délivrez comme information, ça a été vérifié, c'est quelque chose qui est comment dire, recoupable ou quelque chose comme ça. Ça manque peut-être, ça vous permettrait peut-être de regagner un peu de la confiance ou de la légitimité auprès de l'ensemble des acteurs, enfin des consommateurs. Je pense que c'est pour ça que on vient de resituer ce que c'était le journalisme, en fait. C'est parce que nous, dans la préparation de cette émission, on s'était beaucoup de questions et en se disant, bon, il faut expliquer. Je vous disais en introduction, hein, c'est une manière d'agir dans la liberté d'expression, mais avec des normes. C'est ça toute la différence. C'est-à-dire que le journaliste, il est formé pour exercer un métier. Et principalement, en effet, il a tout un tas de principes. Il y a des chartes qui existent depuis très longtemps. Et puis les médias, on va dire mainstream, qui sont derrière, sont sous le coup d'obligations légales que tous nos autres concurrents citoyens ou amateurs, ils n'ont pas. C'est-à-dire que si nous, on fait une erreur à Calédonia, si les nouvelles font une erreur, si le Actu fait une erreur, il y a un directeur de publication qui peut s'exposer à des poursuites pour injure, diffamation, et beaucoup d'autres choses. Parce qu'on est dans un pays libre, mais dans un pays contrôlé quand même par la loi. La télé Calédonia signe une convention avec le CSA. On s'interdit d'atteindre à la dignité humaine. On s'interdit de parler de diffuser des messages de publicité d'alcool sur le cinéma, sur le livre. Il y a tout un tas de secteurs, en fait. C'est très, très, très régulé, finalement. Et c'est ça, le métier de journaliste. C'est travailler dans des normes et des principes qui ne sont pas ceux que les influenceurs font. Et en plus, là, c'est deux choses différentes. Il faut toujours... il y a l'information et il y a la communication. Là, on est déjà dans deux stades. Alors, l'influenceur est un peu au milieu, mais enfin, c'est quand même un gars qui vend des choses, et principalement son image, pour une utilité quelconque. Et il devrait y avoir une certaine éthique dans ces métiers-là. En fait, le problème à l'heure actuelle, à mon sens, hein, c'est qu'on a imposé une énorme régulation aux médias mainstream, pour tout un tas de raisons, mais principalement pour protéger la vie privée des gens, l'exactitude des faits, et la certitude et la confiance qu'on devait donner aux médias. Et puis, tout un tas de métiers qui sont sortis, et là, vous pouvez faire n'importe quoi. Faire du placement de marque, boire de l'alcool, voilà. Enfin, c'est étonnant, mais on est dans un moment de non-concurrence. On est écrasé par un certain nombre d'acteurs qui ont le droit à tout. C'est ce que disait Yves tout à l'heure. Tout. Il n'y a pas de régulation. Vous pouvez faire de la pub pour l'alcool, vous pouvez diffuser en direct votre propre suicide ou l'assassinat d'une trentaine de personnes. Il y a peut-être un gars dans le monde qui va couper le truc. Mais moi, si je fais ça... Alors, monsieur, par rapport à votre intervention sur la conférence sur l'Ukraine, par exemple, ben oui, on a voulu faire un coup. Il y avait un docteur, un universitaire, qui était là et qui allait faire une conférence sur l'Ukraine. Donc, on capte des conférences. On s'est dit, on va la capter parce qu'en ce moment, dans la hiérarchie des informations, parce que c'est ça aussi, peut-être qu'il faudra en parler, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de tout, on parle de ce dont on veut parler. Nous, on a pensé qu'il était intéressant de parler de l'Ukraine. Maintenant, les propos
de ce conférencier-là n'appartiennent qu'à lui. C'est le propre d'un média d'audiovisuel. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas garant de tout. J'ai des gens qui regardent, et puis quand on va capter une conférence et qu'on s'est engagé auprès de l'université à la diffuser, ben on la diffuse. Mais vous savez, il y a des choses qui passent sur mon antenne, je fais je ne suis pas d'accord. Mais si on respecte les normes qui nous sont imposées, eh ben, la liberté d'expression, c'est aussi ça dans une équipe. Et c'est ça qui fait la richesse d'un média, c'est qu'on est plusieurs. Donc on confronte nos idées. J'étais trop long, Escort. C'était intéressant. Oui, une dernière question. Donc, non, c'est pas une question. Ok, une remarque. Bon, deux choses. D'abord sur l'audiovisuel. Donc je ne parle pas pour ma paroisse. Il y a des moyens de la financer en Calédonie. Tu as parlé de la redevance, mais il y a d'autres moyens. Pour ça, il faut que les élus le veulent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas d'élus ici. Plusieurs d'entre nous ont essayé de les contacter. Ils sont en contre-foot. Or, il y a des solutions. J'ai personnellement écrit des papiers là-dessus avec des chiffres relativement précis. Ashley aussi en a beaucoup parlé autour de lui, sans d'outils. Enfin, il y a des solutions. Bon, donc ça, il faut aller voir les politiques. La deuxième chose, c'est la formation. On parle des formations des journalistes, bien sûr, mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la formation des consommateurs d'informations, de médias. Aujourd'hui, il est indispensable de former les gamins, dès le plus jeune âge, à la consommation d'Internet. Et ça ne se fait pas. D'ailleurs, vous discutez avec des profs, ils sont complètement largués avec ça. On ne peut pas leur en vouloir, ils n'ont pas appris. Mais c'est fondamental de leur apprendre à aller chercher l'information, à la trier, et à aller... Donc c'est un métier d'apprendre ça, et ce métier n'existe pas. Donc il est fondamental de le faire. On ne peut pas accuser les réseaux sociaux que je conchis et les médias de dire tout et n'importe quoi si... En tant que consommateur de médias, on ne sait pas les trier. Et c'est pour ça que nous, par exemple, à Calédonia, on s'est engagé là-dedans, c'est-à-dire l'éducation aux médias et à l'information. À mon sens, ça fait partie de notre travail. C'est-à-dire que, c'est-à-dire aller dans les écoles et expliquer aux gamins qu'est-ce que c'est une information, qu'est-ce que c'est un journaliste, qu'est-ce que c'est son travail, pourquoi il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver, mais qui en fait ne sont ni une information, enfin qui sont rien, qui sont de la méchanceté à l'état pur, ou de la volonté de déstabilisation. Mais c'est paradoxal, c'est Calédonia, mais c'est aussi... C'est ça le bénéfice d'être subventionné par des collectivités publiques, c'est que notre motto, c'est la télé citoyenne, on essaye de faire en sorte de travailler avec les futurs citoyens. Il y a encore une question. Une question rapide, parce que monsieur là, qui vient d'intervenir précédemment, il dit quelque chose de très très intéressant, il dit qu'il y a des solutions. J'aimerais bien que tu nous les partages. Quelles sont les solutions? Donc, monsieur, on vous présente ou pas? Présentons-le. Directeur de publication du Chien Bleu. Bon, c'est pas pour moi, puisque moi, je ne veux pas de pub et je ne veux pas de financement public. Mais oui, bon, il y a la redevance, déjà. Il n'est absolument pas normal que la télévision soit gratuite. Tous les jours, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de programmes qui coûtent très cher à produire qui sont gratuits. C'est pas logique. Donc, il peut y avoir une redevance. À elle seule, peut rapporter des centaines de millions par an. Ça financerait pas mal de choses. Il y a des taxes, notamment sur les appareils qui permettent de reproduire de l'information, c'est-à-dire les disques durs, les ordinateurs. Bon, il peut y avoir d'autres taxes mis en place. Et cet argent collecté, on peut aller très très vite. Ça va très vite à 1 ou 2 milliards. Alors j'aurais dû réviser avant de venir, je ne l'ai pas fait, mais il y a tout un tas de choses possibles. Et on peut très bien donner cet argent à un organisme indépendant, type CSA, qui après le distribue aux médias. C'est tout à fait possible. Mais pour ça, il faut des élus qui travaillent. C'est tout. Juste pour petite précision, c'est la redevance pour copie privée qui est évoquée. Oui, c'est ça. Mais on peut lui donner un autre nom. Voilà. Mais il y en a d'autres. Il faut bien considérer que la redevance pour copie privée est fléchée dans le cadre métropolitain à 75% vers les ayants droit, donc artistes, auteurs, compositeurs, etc. Et à 25% uniquement dans un but de créer de nouvelles dynamiques culturelles. Donc ça ne peut pas s'inscrire sur des schémas existants. Non, tout à fait, mais je précise juste que dans le cadre existant en métropole, à date, on est quand même rattaché à la métropole, c'est dans ce principe-là de la répartition qu'elle se fait, et c'est pas pour alimenter les existants, en tout cas, encore une fois, en métropole. Je vous rejoins sur le fait qu'on fait ce qu'on veut à partir du moment où on a un pouvoir législatif suffisant et un cadre pour le mettre en œuvre. Ça évitera d'être soumis... En fait, ça évitera d'être soumis à ce genre de réflexion. Les hommes politiques ne sont pas là, donc je vais me lâcher.
Lorsqu'on leur dit attention, les nouvelles ça va pas bien, il faudrait voir par des mécanismes peut-être d'aide ou d'exemption de charges sociales, je sais pas, enfin des choses qui existent dans les autres outre-mer, comment on pourrait aider les nouvelles. Ils disent oui, on va vous aider. Et puis le lendemain, il se trouve qu'on on est en pleine campagne municipale, on fait un article sur leurs concurrents, ils appellent en disant bah, si c'est comme ça, on ne va pas vous aider. Bon, donc, vous voyez à quoi on pourrait être soumis. Et donc, effectivement, il faudrait sanctuariser une enveloppe avec. On a normalement un gouvernement collégial qui semble ne plus être très collégial en ce moment, mais si tous les politiques pouvaient se mettre autour d'une table et dire ben voilà, on va affecter un fonds pérenne chaque année pour aider Calédonia, les Nouvelles-Calédoniennes, l'ensemble des médias, ou peut-être pour financer NC Première, en créant une redevance et en ne dépendant plus de la redevance métropolitaine. Hein, et donc, et effectivement, un organisme qui serait paritaire, dans lequel tout le monde pourrait siéger. Effectivement, oui, on pourrait avancer. Mais là, aujourd'hui, c'est à la gueule du client. Bon, cette année, tu auras 50 millions. L'année prochaine, c'est 45. Et puis, si t'es pas gentil, je vais réduire la publicité, parce que ça aussi, on nous l'a fait. Il y a le directeur de la communication d'une grande ville de l'agglomération qui récemment voulait me voir pour me parler des investissements publicitaires que faisait sa municipalité, mais en même temps de l'attitude d'une journaliste qui parlait des sujets qui fâchent. Donc tout était dans la même conversation. Et dans le même temps, il me demandait de lui faire 50% sur des packs qui sont déjà à 50%. Donc on était dans un truc de marchand de tapis. J'avais pas l'impression que j'avais en face de moi un politique ou un représentant du monde politique qui a envie de nous aider. J'avais plutôt l'impression que j'avais en face de moi un type qui voulait nous achever. Hein, voilà. Donc, je ne dirais pas de quelle municipalité il s'agissait. S'il vous plaît, merci. On va du coup faire un petit tour de table avec un mot de conclusion. En tout cas, ce qui ressort, c'est que finalement, cette évolution du numérique, dans l'évolution de l'information à l'ère du numérique, il y a beaucoup de défiance finalement du métier de journalisme qui ressort, et c'est quasiment un petit peu ce qui devait faire un chapitre ce soir. Ça a pris un petit peu le pas sur l'ensemble de la conversation qu'on a eue ce soir. Donc c'est vraiment ça la conséquence de l'arrivée du numérique, de l'immersion du numérique dans la société, c'est la défiance envers les journalistes. En fait, tant que tout le monde nous dit qu'on fait le lit du concurrent ou de l'autre, c'est que c'est bon signe, en fait. Moi, j'écoute, si tout le monde se plaint de nous, c'est que c'est bien. Si on ne plaît pas à l'ensemble des gens, c'est que c'est très bien, en fait. Hein. C'est peut-être prendre des trucs à rebours. Il faudrait plaire à tout le monde. Non, justement, il faut déplaire. C'est au risque de déplaire. Il faut... je ne sais pas, Étienne, c'est bien ça, non? Il faut toujours prendre le risque de déplaire. Allez, on va faire un petit tour de table de conclusion. Acheter Vindine, un mot de conclusion pour terminer cette soirée? Je pense qu'il faut poser la question du financement. C'est-à-dire qu'on a apporté quelques... Mais c'est globalement, on pourrait avoir dans les 10 ans qui viennent, d'une certaine manière, Facebook et France Télévisions. C'est la première. Est-ce que c'est ça dont on veut? Enfin, est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben voilà, c'est à nous, Calédoniens, d'y réfléchir collectivement. C'est très bien, hein. On a vécu pendant des années, enfin au moins avec le NC la première, enfin RFO, toute seule, il n'y avait pas Facebook, tout ça, et puis on était tranquille. Le lendemain, on se retrouvait et on parlait de choses. Mais ça a évolué. Et il y a des acteurs qui tombent et des autres qui se créent, d'autres qui se créent aussi, hein, des opportunités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus dramatiser à outrance. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont trouver des voies dans ça. Hein. Et le numérique apporte énormément de capacité à celui qui veut s'engager dans la délivrance de l'information. Birgit Ziegler, un petit mot de conclusion, s'il vous plaît. Oui, je dirais, c'est ça, je dirais qu'il ne faut pas être trop négatif, parce que là, on a peut-être brosser un tableau un peu sinistre de la profession, des perspectives du métier, mais je pense que c'est comme toute évolution, hein, il va falloir emboîter le pas du numérique, s'y mettre, conserver les basiques de notre métier, parce que je pense que c'est super important par rapport à notre métier de journalisme de garder vraiment ce code de déontologie très fort, parce que c'est ça qui est garant de la véracité de nos propos. Et voilà, donc je pense que le pluralisme de la presse peut encore
peut encore être défendu et différents modèles. En fait, je pense qu'il n'y a pas qu'un modèle qui fonctionne. Nous, on est un modèle 100% privé. Alors, on est vraiment une toute petite équipe, mais on est la preuve quand même que ça peut fonctionner. Alors, on a coupé sur plein de choses. On est 2 journalistes, pour vous dire, à gérer Actu, NC News, et puis tous les autres supports du groupe. Mais voilà, on s'adapte. On est un peu le couteau suisse. Voilà. Merci. Yves Delot. Bien, je vais répondre au jeune homme. J'ai fait mes études au début des années 80 dans une école de journalisme en Belgique. À l'époque, on nous apprenait déjà à nous servir d'un ordinateur. Vous voyez, des gros machins. Vous verrez, ça, ce sera important plus tard. Donc, on nous préparait déjà à l'époque. Et un autre prof qui était un fan des bases de données, mais à l'époque, ce n'était pas des bases de données telles qu'on les voit aujourd'hui, c'était des thésaurus, et qui nous parlait des thésaurus. Donc, les écoles de journalisme nous préparent bien à tout ça, en particulier en Belgique. Je ne sais pas en France, en tout cas, la mienne nous préparait bien à ça. Et j'ai toujours, depuis les années 80 où je suis dans le métier, j'ai toujours eu cette appétence pour la techno et pour l'humain, certes, mais aussi pour la techno parce que je voyais bien tout ce qui était en œuvre. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est pris au dépourvu. Tout cela est à l'œuvre depuis une vingtaine d'années. Donc on a eu le temps de se préparer. Simplement, c'est très cher de continuer à faire vivre les 2 modèles en parallèle avec 2 fois moins d'argent. Merci beaucoup. Et Ambre Lefebvre, s'il vous plaît. Petit mot de conclusion. Merci. Moi, ce que je voudrais dire sur l'évolution de l'information à l'ère du numérique, c'est que on est pleinement dedans. On est déjà dedans dans cette information qui est en continu, dans cette information qui nous est proposée sur les différents supports numériques. Elle va continuer d'évoluer, parce que c'est ça le propre du numérique, c'est que aujourd'hui ce qu'on propose sur nos sites, sur nos réseaux sociaux, si ça se trouve dans 6 mois, ça sera complètement différent. Si ça se trouve dans 6 mois, on aura l'essor d'un nouveau réseau social où tout le monde se mettra dessus, où on pourra être plus acteur de ce qu'on veut lire comme information et pas l'inverse, et pas subir comme actuellement on peut l'avoir sur Facebook. Donc tout ça pour dire que oui, c'est parfois compliqué de tenir la cadence parce que c'est vraiment un marathon. On est obligé d'avoir un rythme pour continuer de proposer une information à cette ère du numérique, mais en même temps ça ouvre vraiment un champ des possibles, notamment dans notre manière de traiter l'information, de proposer d'autres contenus, d'autres moyens de traiter l'information, et aussi d'autres moyens de jouer avec cette interactivité, parce que le numérique aussi, c'est l'interactivité, c'est aussi ce qu'on disait sur notre public, nos internautes. Merci beaucoup. Et Jean-François Loisel, c'est vous qui conclurez cette soirée. On vous écoute. Beaucoup de choses ont été dites ce soir, beaucoup de sujets abordés sur cette question qui est quand même d'actualité et même inscrite dans le futur. Pour commencer, je l'ai plus ou moins dit à la fin de mon introduction, c'est que face aux transformations qu'on connaît, surtout avec la rapidité des dispositifs, on connaît des transformations culturelles, politiques et économiques qu'il faut absolument, à mon sens, rationaliser, que ça soit en interne des médias et même en externe en tant qu'usagers, nous questionner sur le rapport qu'on a aux médias, qui, à mon sens, s'est transformé avec les années, notamment avec le numérique. Donc je pense que ce genre d'événement en est vraiment l'exemple, quoi. On essaye de rationaliser le contexte, on essaye de se rationaliser nous-mêmes, rationaliser la production d'informations, la diffusion. Donc ça, je pense que c'est important déjà sur ce premier point. Sur l'aspect culturel... Rapidement, Jean-François. Oui, ok. Très fort. Sur l'aspect culturel, prendre en compte aussi justement les usagers, comme disait mon ancien collègue et mes collègues Éric Olivier, sur les consommateurs. On parlait justement des personnes qui commentaient sur Facebook, mais il y a aussi des contributeurs.
Il y a aussi des personnes qui vont aller chercher de l'information, des personnes de terrain qui vont créer leur propre système économique avec des personnes qui vont contribuer, les communautés qui vont contribuer via des plateformes comme Tipeee par exemple. Donc ça, il faut les prendre en compte aussi parce qu'ils font partie pleinement du contexte médiatique, quoi. Donc je pense qu'il faut prendre en compte ces personnes-là et aussi d'un point de vue de l'évolution à Internet qu'on risque de connaître avec le web de 3.0, à savoir comment est-ce qu'on va construire une économie dessus et surtout à voir comment est-ce que les puissants, comment les politiques vont aussi s'emparer de ça et continuer le travail de rationalisation sur le positionnement des médias. Donc voilà. Merci beaucoup. Peut-être les applaudir s'il vous plaît. Et puis voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la soirée, apprécié les échanges. En tout cas, c'était assez riche et assez dense. Il va falloir laisser mûrir un petit peu tout ça. Mais merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir. Et puis voilà, je vais laisser peut-être la parole. Pauline, tu veux dire un mot? Non, personne ne veut un petit... Voilà, et ben, je me suis pris un vent. Merci beaucoup. Bon retour. Très belle soirée. À bientôt. Au revoir.